Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, on va parler de jeux coopératifs avec Natacha. Natacha, ça va la pêche ? Oui, ça va. Nous sommes avec Adrien. Adrien, ça va ? Bonsoir, bonjour, bonne nuit, bon matin. Je sais pas où on en est. Je sais pas du tout. Bonne sieste. Les gens nous écoutent dans les transports en commun. C'est terrible. Peut-être qu'ils rentrent, peut-être qu'ils arrivent au travail. Je ne sais pas. Nous sommes avec Jérémy. Jérémy, la pêche. Bonjour, oui, la pêche. Et nous sommes avec Julien Guibert. Julien, ça va la pêche ? Ouais, la pêche miraculeuse d'ailleurs. La pêche miraculeuse. Fallait la sortir un jour, celle-là. Voilà. Bon. Pour expliquer rapidement, c'est-à-dire qu'on a Tout à l'heure, il allait aux toilettes. On a un certain choix de tisanes à la baronnie, voilà, et dont une qui s'appelle la pêche miraculeuse. Voilà, et ça nous fait beaucoup rire. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler de jeux collaboratifs. Pas nécessairement de jeux de rôle, plutôt de. J'ai dit quoi ? Collaboratif. Et ben ça y est, je commence. Ça commence. Ça y est, ça commence. Alors, c'est le passé de ta famille qui s'exprime là. Alors justement, est-ce qu'il y a des jeux collaboratifs ? Est-ce qu'il y a des jeux coopératifs ? Est-ce que ça se dit ? Les deux. Est-ce qu'il y a des distinctions à dire déjà ? Les Allez-y. deux peuvent se dire. Est-ce qu'il y a une distinction ? Moi, j'en fais une, mais je suis pas sûr que ce soit une définition. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait une définition officielle. Alors, c'est intéressant ça. Moi, la distinction que je fais, c'est le jeu coopératif, c'est un jeu où on joue vraiment tous ensemble. Où on joue tous ensemble contre le jeu. Et le jeu collaboratif, c'est le mot que j'emploie parce que ça fait doucement référence à cette bonne vieille guerre, au jeu où il y a un traître. Ah, des d'accord. traîtres. C'est marrant. Et du coup, il y a des camps. Il y a le camp, par exemple, dans Battlestar Galactica, le camp des Cylons, le camp des humains. On joue en équipe, donc on coopère. Mais en fait, on collabore. C'est intéressant. Alors, justement, le jeu de rôle est très souvent défini comme un jeu collaboratif. Parce qu'on dit, le but du jeu de rôle est de créer collaborativement une fiction. Généralement, quand on regarde la définition classique du JDR, c'est celle-là. Celle, justement, que je conteste. Et vas-y, Jérémy. Oui, pour moi, le collaboratif, en fait, j'utilise le terme semi-coopératif. Oh la vache, alors là, ouais, c'est intéressant. C'est un terme que j'ai aussi entendu, je suis moins alors fan, dans le jeu de plateau, alors voilà, moi la première question que j'avais envie de poser pour lancer ce podcast en orbite, c'est à votre avis, le jeu de rôle est-il, selon vous, un jeu... Alors, on sait que le jeu de plateau, jeu de rôle, jeu de société dans les deux cas. Est-ce qu'on peut dire que le jeu de rôle est un jeu de société coopératif ? Alors, moi ce que je vais commencer par faire, c'est essayer de décrire les éléments que je retrouve quasi systématiquement dans les jeux coopératifs de plateau. Un plateau. Un jeu de plateau. Alors non, même pas forcément. Dans un des cartes. Plateau. Non. Le premier point, c'est des conditions de fin de partie. Dans chaque jeu coop, il y a une condition de fin de partie. Une condition qui dit, à tel moment, vous perdez, à tel moment, vous gagnez, ou alors à tel moment, vous vous arrêtez. Et ensuite, un système pour déterminer si on gagne ou si on perd. Déjà, sur ce point-là, le jeu de rôle... Les conditions de fin de partie, elles sont pas communes. Il y a des jeux où il y a clairement des conditions de fin de partie, mais c'est pas systématique. Et après, la notion de victoire et de défaite dans un jeu de rôle est compliquée à définir. Pour les jeux qui ont une fin, typiquement un jeu à campagne avec une fin annoncée, sens. D'accord, ouais. Ça peut être aussi un jeu à mission, entre guillemets. Je pense à l'agence, je pense à Sphinx, je pense à mais il me semble que dans un one-shot quelconque, à une mission de INS, on peut dire il y a une fin. J'ai la sensation que la différence entre le coopératif et le collaboratif, c'est que dans le coopératif, on peut perdre ensemble. Alors que dans le collaboratif, puisque de toute façon, on va collaborer, on est obligé de gagner tous ensemble. Il n'y a pas de possibilité de perdre. Il faudrait se renseigner plus. Je ne connais rien, mais en termes de travail, je sais que le terme travail coopératif et collaboratif, c'est deux termes utilisés qui ont une petite différence. Ouais. Le point commun, c'est qu'ils ont le même objectif. Donc en fait, ils sont aussi bien dans le collaboratif que dans le compétitif. Je parle de travail. Ont le même objectif de fin. Après, c'est la manière de travail qui est différente. Et coopératif. Oui. D'accord, t'avais dit compétitif. compétitif. T'avais dit compétitif, mais ok. On avait bien compris que... D'accord. Alors, c'est peut-être pas comme ça, Adrien, que tu avais prévu de lancer ce podcast. Je suis désolé. J'avais pas prévu grand-chose, t'inquiète pas. D'accord. Je suis désolé. Le point qui me dérange avec ça, c'est toujours le fait qu'il y ait une victoire ou non dans le jeu de rôle. Et puis aussi, là, on essaye d'employer le sens du mot coopératif et collaboratif d'un autre milieu, qui serait par exemple le monde du travail, comme tu dis,
au jeu. Et là, faire attention, c'est que même si c'est le même mot qui s'écrit pareil, c'est pas le même mot parce qu'on s'adresse pas de la même chose et donc son sens peut être fondamentalement différent. Alors, quand tu penses jeu coopératif, Adrien, tu nous as ramené des jeux là sur la table. À quel jeu tu penses exactement ? Cite-nous des jeux et puis comme ça, on va voir se dessiner moi, quand probablement. je parle de jeux coopératifs, donc je peux citer ceux que j'ai devant moi, qui sont ceux qu'on a testés récemment là. XCOM, le jeu de plateau, Death Angel, Space Hulk, le jeu de cartes, Mysterium. Je vais penser aussi à Anabi, je vais penser aussi au Contrées de l'horreur ou à Horror Arkham. Je vais aussi penser à Andorre, à Yggdrasil, à Pandémie, encore que Pandémie, enfin bon, Pandémie le jeu de base. Enfin bon, il y en a plein des comme ça. Après, si je parle de jeux collaboratifs, là je parlerai plutôt de Battlestar Galactica, des Chevaliers de la Table Ronde. Attends, collaboratif Battlestar Galactica. Donc semi-coopératif, selon Jérémy. D'accord, c'est-à-dire que c'est des jeux à traître. C'est des jeux à traître, d'accord. Alors, et pour toi, c'est pas les jeux à traître. Par exemple, les Chevaliers de la Table Ronde, c'est pas un jeu coopératif parce qu'il y a potentiellement un traître. Oui, alors ça fait une grosse différence en termes de game design. Jérémy, tu voulais rebondir là-dessus. Ouais, alors je risque peut-être de partir sur un long truc là. Non, pas de problème. Je t'en prie. Voilà. C'est le podcast de la cellule, là. C'est permis. Les jeux de rôle coopératifs, donc du coup, l'idée principale de ces jeux-là, c'est qu'en fait, il faut éteindre des feux. Et on va être tous ensemble, de manière coopérative, à essayer d'éteindre ces feux. Quand je dis des feux... C'est quoi le nom de quoi ? Les jeux coopératifs, en général. Et d'accord, tu parles d'éteindre des feux. Parce qu'en fait, il y a un jeu coopératif où tu joues des pompiers et t'éteins des feux. Exactement. D'accord. Il y a cette image-là, mais on peut, par exemple, pour Pandémie, on peut prendre l'idée que c'est les maladies, les feux. Oui, bien sûr. Ouais. D'accord, dans Space Alert... Je pensais que tu parlais vraiment de ce jeu-là en particulier. Non, ouais, mais c'est vrai que ça peut être ça. Dans Space Alert, c'est des monstres ou des astéroïdes qui viennent sur le vaisseau. C'est les feux qu'il faut un peu gérer. C'est la même chose dans les Contrées de l'horreur, t'as des portails à fermer. Voilà. Donc l'idée, c'est que le jeu, l'ennemi, le jeu, c'est la mécanique qui va amener des feux, et nous, tous ensemble, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Après, ça amène un biais, ce type de jeu-là, c'est que ça peut amener un effet leader. Est-ce que tu reparles de l'effet leader vite fait, parce qu'après je vais partir sur le truc. On en parlera, mais moi je vois pas du tout comment l'un amène l'autre. Enfin, c'est deux choses qui sont présentes dans les jeux, mais moi je les vois pas liées forcément. Qu'est-ce que tu vois pas lié précisément ? Le principe d'extinction de feu et le principe qu'il y a un leader. Le principe qu'il y a un leader, c'est lié à un autre élément du jeu coop. Adrien. Pas au fait qu'il y ait des feux à éteindre. Typiquement, tous les jeux coop n'ont pas des feux à éteindre. Par exemple, Anabi n'a pas de feu à éteindre. C'est pour ça que je voulais venir par la suite. C'est pour ça que je voulais parler justement de la suite. Du coup, je reviendrai sur cette distinction plus tard. Je pense. Je te laisse continuer sur ton idée. On verra après. Du coup, les game designers, une fois qu'ils ont réfléchi un peu aux jeux coopératifs, ils vont essayer de trouver un peu quelque chose qui va enlever cet effet leader. Et donc, du coup, on va avoir des jeux avec différentes contraintes. Je dirais qu'il y a deux grandes contraintes en fait dans les jeux coopératifs. Il faut qu'on communique ensemble et il faut qu'on ait confiance ensemble. Si on joue sur la communication, tout simplement un timer. Dans Space Alert, on met une condition de temps, donc ça va très vite. Escape aussi, qui est un jeu 2D avec 10 minutes de temps. Je pense vraiment que pour ce podcast, étant donné qu'on s'adresse avant tout à des joueurs de jeux de rôle, même si j'imagine qu'il y a beaucoup de télé, il va falloir à chaque fois que vous citez un jeu, je suis désolé, c'est une contrainte forte, que vous expliquiez en gros de quoi il s'agit. Space Alert, c'est quoi ? Alors Space Alert, on est une équipe dans un vaisseau spatial qui voyage dans l'espace et doit faire des pauses de 10 minutes. Et pendant cette pause de 10 minutes, donc le jeu va durer 10 minutes, il va se passer plein de problèmes. Il va y avoir des astéroïdes qui vont arriver sur notre vaisseau, il y a des vaisseaux ennemis qui vont aussi attaquer, et donc du coup il va falloir programmer nos actions afin de protéger le vaisseau avec des attaques, avec des boucliers, en mettant de l'énergie. Garantir la survie du vaisseau. Et on a 10 minutes pour faire ça, et les informations viennent de temps en temps avec le CD. Il y a un CD. Donc c'est 10 minutes qui sont chronométrées, c'est 10 minutes en jeu, c'est 10 minutes hors jeu aussi. Et donc du coup cette contrainte de temps fait qu'on n'a pas le temps d'élaborer tous ensemble quelque chose de très long, et donc peu de temps vraiment de générer un effet leader, à part si vraiment il y a quelqu'un qui connaît très bien la mécanique de jeu, mais au moins la notion de vitesse fait que vu toutes les données, il faut vite qu'on discute et qu'on change les cartes et qu'on fasse quelque chose ensemble. Alors si tu me permets, je vais juste rembobiner un tout petit peu, parce que là tu parles d'effet leader, on l'a pas défini. C'est quelque chose qu'il faut spécifier. C'est le problème des jeux coopératifs. En gros, le problème central des jeux coop, ce qui fait que ça peut être frustrant de jouer, c'est le principe qu'un jeu coop est souvent pensé comme une sorte de puzzle.
C'est-à-dire, on a quelque chose à résoudre, il y a peut-être un chemin optimal ou pas. En tout cas, l'expérience d'un jeu fait qu'on va finir par connaître comment fonctionne ce jeu, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche mal, des stratégies gagnantes ou autres. Et donc, ou même sans y avoir beaucoup joué, juste de le voir, quand on est un joueur qui est habitué à ce genre de jeu, on va pouvoir comprendre ce genre de mécanique. Et donc, quelqu'un qui a cette vision-là, parce que l'expérience ou la vision du jeu, peut prendre le pas sur les autres joueurs en devenant celui qui résout le puzzle et qui dit aux autres quoi faire. Et donc on n'est plus dans un jeu dans le sens où quelqu'un joue tout seul, il fait son puzzle et les autres écoutent et obéissent. Et ils s'emmerdent. C'est un défaut qu'on trouve dans quelques jeux que je vais citer. C'est dommage pour ces jeux, mais ils sont là. Pandémie, il n'y a pas d'informations cachées. Tous les joueurs savent tout ce qu'il y a à savoir entre eux. Est-ce que tu pourrais décrire ce qu'est Pandémie? Pandémie, c'est un... Oui, effectivement. Très rapidement, même. Pandémie, c'est un jeu où on joue une équipe de membres de l'Organisation mondiale de la santé qui vont essayer d'éradiquer un ensemble de maladies qui se propagent sur la Terre. Et donc, il va falloir trouver les remèdes, guérir les populations et essayer d'éradiquer toutes ces maladies. Très bien. Et donc, c'est un jeu où tout le monde sait tout ce qui se passe, tout le monde voit tout. Et donc, quelqu'un peut jouer pour tous, en fait. Et c'est quelque chose qu'on va trouver dans d'autres jeux. Je vais pas tous les citer, il y en a plein qui ont ce défaut-là. De toute façon, si vous avez joué à quelques jeux coop et que vous l'avez ressenti, c'est que c'était présent. Et donc, en fait, ce problème, pour le résoudre, il y a plusieurs moyens qui ont été abordés par plusieurs jeux. Et donc là, c'est sur ce que tu as abordé vis-à-vis notamment de Space Alert, qu'on va retrouver dans d'autres jeux, qui est donc le premier facteur, c'est vu que en fait un jeu coop, c'est un jeu où on doit communiquer entre gens, on doit discuter, on doit faire une stratégie. Sauf que si on a tout le temps qu'on veut et si on a toutes les informations qu'on veut, à ce moment-là, quelqu'un peut le faire tout seul. Et donc, pour rendre la présence de tout le monde indispensable autour de la table, pour que chacun ait une utilité, on peut adresser ça de plusieurs façons. Il y a deux éléments dont on parlait, la communication et l'information. Si on restreint la communication, à ce moment-là, on ne peut pas se permettre de tout dire pour résoudre le puzzle. Et donc, chacun, dans son côté, va devoir prendre des décisions seul, parce qu'on ne pourra pas communiquer tous ensemble pour optimiser l'ensemble de la partie. On devra chacun optimiser de notre côté et communiquer sur les éléments critiques. Typiquement dans Space Alert, on a 10 minutes pour faire toutes les actions de 4 personnages. Si je joue pour tout le monde, j'ai 4 fois plus de cartes à lire, 4 fois plus d'actions à prévoir. C'est pas possible. Donc à ce moment-là, on part sur des échanges plus simples qui vont être ok, là, pour éliminer tel ennemi, j'ai besoin qu'il y ait de l'énergie à tel tour. En bas. Je peux pas vérifier qui le fait, je peux pas vérifier quand ça sera fait, je peux leur dire moi ce dont j'ai besoin, et après à quelqu'un d'autre de le faire. Quelqu'un d'autre m'aura dit j'ai de l'énergie mais elle est qu'à ce tour là, donc moi je vais devoir m'adapter autour de ça. Donc la limitation de la communication fait que on est obligé de jouer chacun. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, j'allais dire, ce qui va bien avec ça, généralement, c'est ce qu'on appelle la dissymétrie. C'est-à-dire le fait que chaque joueur ait la responsabilité sur un élément du jeu différent. De façon à ce que... J'allais y venir. C'est qu'en fait, non, là, c'est pas de la dissymétrie, c'est de la limitation de communication. Alors oui, d'accord. Parce que tout le monde peut avoir la même potentialité. Tout le monde pourrait faire tout. Mais juste parce qu'on n'a pas le temps de communiquer. Okay. Ça. Et l'autre élément, justement... on n'a pas le temps, mais aussi on peut ne pas avoir le droit. C'est-à-dire, il y a des jeux où... C'est ce sur quoi j'allais arriver. C'est que il y a le premier truc, c'est la communication. Le deuxième élément, c'est l'accès à l'information. Ou l'accès à l'autorité. Qui va être, par exemple, dans Death Angel Space Hulk... C'est un jeu où on joue, donc dans la licence Warhammer 40 000, on joue des Space Marines qui abordent un Space Hulk et qui vont essayer de se frayer un chemin à travers la horde de Xenos jusqu'à je sais pas, une salle quelconque, faire péter le vaisseau ou alors diffuser un gaz qui va éliminer les trucs ou s'enfuir. Je sais pas exactement quand ça finit. J'y joue de façon très mécanique, je m'en fous du contexte. Mais c'est un très très bon jeu. Et dans ce jeu, je crois que c'est atteindre la sortie en fait, parce que j'ai relu les règles ce matin, je crois. Enfin, si je et donc, ce qui est important dans ce jeu-là, ce qui fait qu'il répond à ce problème du leader, c'est que régulièrement, il va inviter un seul des joueurs, à piocher une carte, la lire, et parfois, il aura une décision à prendre immédiatement sans consulter les autres joueurs. Et donc là, c'est ce que tu dis. Alors, il y a l'aspect communication, parce qu'il n'a pas le droit de communiquer, mais il y a aussi l'aspect c'est à lui de prendre la décision tout seul. Et donc cet aspect, ça redonne de l'importance à chaque joueur, ça redonne de l'aléa parce que tu peux pas
prévoir ce que va faire quelqu'un. Et même si dans ta tête, c'est clair que bah oui, il faudrait que ce soit ce Space Marine qui meurt parce que machin, il va pouvoir prendre une autre décision parce qu'il a une autre vision du jeu et ça fait rebondir la partie, ça l'enrichit. Ou parce qu'il panique. Exactement. Parce qu'il panique ou parce que c'est rigolo que de tuer ton leader. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent avoir lieu. Ce type de mécanisme, on le retrouve aussi par exemple dans XCOM qu'on a joué cet après-midi. Ouais. Tout à fait. Donc XCOM, jeu de plateau inspiré, enfin basé très lourdement sur le jeu vidéo du même nom, XCOM, où on joue 4 dirigeants de l'XCOM, agence intergouvernementale, interplanétaire, qui s'est créée pour lutter contre une invasion extraterrestre, donc type petits hommes gris. Et donc chacun des joueurs a une fonction bien particulière. Il y en a un qui est le commandant, qui va gérer les vaisseaux d'interception, les finances et les crises. Il y en a un autre qui est officier de communication, qui va gérer l'arrivée des informations par l'application du jeu, qui va gérer les satellites, qui va gérer en fait plein de petits pouvoirs méta-jeux sur répartir des troupes, donner des finances, etc. Ensuite, on a le responsable scientifique qui lui a toutes les cartes technologie, donc les bonus qu'il va développer tout le long de la partie. Et enfin, on a le chef de groupe qui, lui, gère les troupes au sol et du coup a une sorte de mini-jeu à gérer à chaque fois qu'il veut faire une mission, des gommes aliens ou autre. Et donc là, dans XCOM, chacun ayant un rôle, il est du coup interdit au chef de groupe, par exemple, de dire au scientifique « Non, développe ça plutôt que ça ». Le scientifique peut lui demander son avis éventuellement, mais le scientifique reste celui qui a le dernier mot parce que c'est à lui de choisir quelle technologie. Oui, puis le scientifique, encore une fois, est le seul à avoir certains types de cartes en lecture. C'est ça. De la même manière, la personne qui s'occupe des troupes a des missions qu'il pioche et qu'il est le seul à lire. Et comme, là encore une fois, il y a un minuteur, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il fait les deux, en fait. Oui, c'est ça, XCOM fait les deux. Et c'est pour ça que c'est un excellent jeu de coopératif, c'est que on est à la fois limité en temps, ouais. Et enfin, en fait, le temps, c'est pas très important, c'est surtout on est limité en communication. Oh, on est limité en temps. Alors, ce qui nous limite en communication, c'est le temps. Ouais. Mais il y a d'autres moyens de limiter en communication, comme on verra. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée, j'ai fait qu'une partie avec toi cet après-midi, l'idée d'une certaine saturation d'informations. Oui, tout à fait. Mais si tu voulais vraiment faire un effet leader au-delà de... Parce qu'il y a une partie du jeu qui n'est pas en temps limité. Hein. Il y a une première partie en temps limité et il y a une deuxième partie qu'on gère à notre rythme. Ouais. Mais dans cette deuxième partie-là, je me dis, alors, moi j'ai fait qu'une partie, mais je me dis, si vraiment tu devais apprendre le texte de toutes les cartes, connaître toutes les cartes, les effets combinés et tout, c'est juste impossible de... Non, enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a cette idée-là ? En fait, c'est impossible. Alors, connaître tous les effets, avoir toutes les connaissances, c'est-à-dire avoir été un jour joueur finalement de tous les rôles et donc comprendre bien les enjeux de chaque rôle, c'est possible. Mais faire les calculs nécessaires au bon déroulement de la partie, c'est impossible. J'ai vu que toi, qui connaissais bien le jeu, tu nous as présenté les règles, mais j'ai vu qu'à des moments, il y a des moments où tu n'avais pas pensé qu'on pouvait faire des trucs, et Romaric disait bah si, mais là je vais mettre mon truc et tout. Enfin, je vais mettre ma carte, je vais activer la carte, et toi tu n'y avais pas pensé. En partie temps réel, de toute façon, c'est clair qu'on n'a pas le temps. En partie tour par tour, enfin le moment où on résout, en fait XCOM se divise en deux parties, une partie où on donne nos ordres en temps réel, on est limité par l'application qui nous chronomètre, et ensuite on passe en phase résolution, on a posé nos jetons sur le plateau, on va résoudre. Et là on a quelques éléments où on peut effectivement discuter en mode mastermind, en mode chef où on discute et puis quelqu'un peut effectivement prendre le pas là-dessus, mais après c'est vrai que c'est une phase où on a tendance à vouloir faire vite parce que c'est bon, tout est déjà décidé, il manque 2-3 petits éléments, donc ça déroule assez vite. Donc voilà, tout ça pour au final, je t'ai complètement piraté ton explication. Jérémy, il a noté plein de trucs là. Je vois que. Non, je suis d'accord. Je découvre XCOM là. On peut rajouter qu'en termes de limitation d'information, il y a aussi un habit. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Anabi, pour expliquer, l'idée c'est qu'on est tous ensemble, donc jeu coopératif, on doit faire un feu d'artifice. Idéalement, il faut que ça soit de 5 couleurs et il faut les jouer dans l'ordre. C'est-à-dire que chaque couleur va de 1, 2, 3, 4, 5. Pour pouvoir jouer le 2, il faut d'abord que le 1 de la couleur soit posé. Un vert, il y a des 1 rouge, des 1 vert, des 1 vert, il faut d'abord que le 1 vert soit posé. Pour ça, on va chacun distribuer les cartes, mais les cartes, on va les tenir à l'envers. Ce qui va avoir la particularité que c'est nos alliés qui vont voir nos cartes, mais nous, on ne connaît pas nos cartes. Ouais. Pourtant, on va jouer nos cartes. Donc, il y a une possibilité de donner une information à notre joueur sur une couleur. Enfin, oui, en disant, sur le rose, par exemple, en disant, telle carte, je montre la première carte est une rose, je montre la troisième carte qui est aussi une rose. Ça va donner une information à son allié.
On peut aussi donner une information sur le chiffre avec le 3. Ta deuxième carte est un 3, ton quatrième carte est un 3. Et donc du coup, ça utilise un jeton information. Vu qu'on n'a que 8 jetons information, du coup, on va être limité à donner les informations. Il va falloir bien choisir les informations. En même temps, il faut que les autres aussi nous donnent un peu des informations sur notre jeu, parce qu'on ne sait pas quoi jouer sinon. Il faut comprendre son jeu et comprendre aussi les raisonnements des autres. C'est-à-dire qu'en un minimum d'infos, il faut comprendre un maximum de choses. Et ça implique d'avoir recours à des petites astuces. Et donc, ce qui se passe, pour revenir sur l'aspect chef cérébral qui pourrait jouer pour tous, dans Hanabi, c'est pas possible, parce que la communication n'est pas limitée par le temps, on n'a pas des rôles particuliers, la communication est limitée par les règles. C'est-à-dire qu'entre joueurs, théoriquement, les seules choses qu'on a le droit de se dire, on les dit en dépensant un indice, et elles seront de la forme: je vais choisir une couleur, rouge, et je vais t'indiquer dans ta main toutes les cartes qui sont de cette couleur. Je vais choisir un chiffre, et je vais t'indiquer dans la main toutes les cartes qui ont ce chiffre. Et je n'ai pas le droit de dire autre chose. Et donc, par cette limitation de communication, on rend chaque joueur indispensable. On distord la communication. C'est ça, exactement, on distord la communication. C'est la même chose pour Mysterium. C'est pas les mêmes mécanismes, mais on distord aussi la communication. C'est-à-dire que Mysterium, on va jouer, c'est un jeu coopératif mais asymétrique. C'est-à-dire qu'il va avoir 2 rôles différents. Il va avoir... C'est le seul que je connais dans cette configuration. Pour moi aussi, je crois. Il doit peut-être en avoir d'autres, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est c'est asymétrique, mais c'est pas un contre tous, c'est un avec tous. C'est ça, exactement. C'est la première fois en tout cas que je voyais ça, mais je pense fortement au jeu de rôle aussi. Oui, effectivement, il y a des choses... Parce que si on dit ça, par exemple, si on dit que Mysterium... Enfin, par exemple, je trouve que Mysterium dans sa forme ressemble énormément au jeu de rôle classique, avec un joueur... et d'autres joueurs autour. Mais c'est pas un jeu de rôle. Que les gens qui connaissent bien, qui connaissent pas, je veux dire, que les gens ça a rien à voir avec. Moi tout à l'heure, mais c'est vrai que j'y ai pensé aussi. Je t'expliquerai pourquoi, à mon avis, le jeu de rôle ne peut pas être comme. Si Mysterium est un jeu coopératif, je ne vois pas comment le jeu de rôle pourra en être un nombre. T'as intérêt parce que c'est le sujet du podcast. Donc très bien. Non, mais il y a quelque chose pour les auditeurs qui parasitent, qui m'a fait penser, je pense, sur Mysterium. Julien. Ouais, qui m'a fait penser à Mysterium, c'est-à-dire que il y a un joueur qui joue un fantôme et donc les autres joueurs sont des enquêteurs, mais ils jouent derrière, des médiums. Et ils jouent derrière un écran de jeu, et en fait c'est peut-être ça qui t'a fait penser au jeu de rôle, non? Pas uniquement, c'est-à-dire que dans cette émission asymétrique, non, parce qu'on parlait d'un jeu coopératif asymétrique, d'accord? Et vous disiez, je pense qu'à mon avis c'est le seul jeu qui fait ça. Vous pensiez jeu de plateau. Je dis, si on étend au jeu de société, je pense fortement au jeu de rôle. Oui, mais dans ces cas-là, ça veut dire que jeu de société, le jeu de rôle est un jeu de société coopératif pour toi. Asymétrique. Le jeu de rôle classique, traditionnel. Ok. Parce qu'il y a un maître de jeu qui a des éléments et qui a un... Mais on y reviendra avec Adrien. On va pas répondre tout de suite à la question. Fini la description de Mysterium, parce que sinon les gens vont devenir fous. Alors, du coup, le fantôme, il va avoir... il a été tué il y a 50 ans dans un manoir, et les médiums sont invités 50 ans plus tard à venir enquêter. Parce que la police, après 50 ans, ils se sont dit... Ils ont pas trouvé. Voilà, d'accord, on est nuls, c'est bon, on reconnaît. Et là, on va c'était juste un majordome, on va pas plus s'embêter, quoi. Et donc, du coup, les médiums vont avoir des informations avec le fantôme. Ils doivent chercher un suspect, un lieu du crime et une arme du crime. Pour l'instant, on n'est pas sûr que ça soit bien le criminel, le lieu du crime et l'arme du crime. Ça, on verra, c'est une deuxième phase du jeu, c'est même pas très intéressant. L'idée, c'est que du coup, chaque joueur doit trouver un suspect différent, un lieu de crime différent et une arme de crime différente. Donc du coup, le fantôme a toutes ces informations derrière son paravent, parce qu'il doit les cacher aux autres joueurs, et doivent communiquer, essayer de communiquer en tout cas, mais comme c'est un fantôme, il ne parle pas. Et comment il parle avec des médiums? En donnant des visions. Des flashs. Et donc du coup, ces visions sont symbolisées par des cartes de jeu, des illustrations, des dessins, qui ont plusieurs sens. Il faut dire aussi que c'est des illustrations énigmatiques. Ouais, oniriques. À la Dixit, si vous avez à la déjà Dixit, joué à effectivement. D'ailleurs, c'est un jeu libellu de Mysterium, donc on en retrouve ces mécaniques. Et donc, du coup, il va distribuer ces cartes vision aux différents médiums afin que les médiums essayent de comprendre un peu le message en disant il veut peut-être m'indiquer que je suis avec tel suspect parce qu'il m'a donné telle carte. Il y a du fromage dessus et voilà, il y a du fromage sur ma carte. C'est peut-être le cuisinier ou pas du tout. Voilà.
Et donc du coup, on distingue encore une fois la communication parce que on n'utilise pas la communication verbale classique, on utilise simplement le terrain commun des images, en disant voilà, en donnant cette image-là, en mettant par exemple en avant le fromage. On va dire c'est peut-être le cuisinier parce que le fromage, cuisine, des choses comme ça. Alors qu'en fait l'élément qu'il fallait voir, que le fantôme a essayé peut-être de mettre en avant, c'était le chapeau, et que le chapeau faisait référence à un autre personnage qui portait un chapeau. Ça se fait un peu au pif. Moi je croyais au départ que le fantôme avait des règles pour donner les cartes, mais en fait c'est des images et il choisit l'image qu'il pense être associée. C'est ça. Alors parce que sur les images il y a plein de petites choses dessinées. Et puis tu peux prendre un élément et te dire, ou une couleur, en te disant, c'est plutôt ça. Hein. Et dans le fond, c'est finalement comment dire ? Le terrain commun. Oui, le terrain commun culturel même, qui va faire la différence. Par exemple, Natacha hier était le fantôme, dans la partie de Mysterium qu'on a joué. Il est clair que quand elle me donnait des cartes en tant que médium, comme Natacha me connaît bien, elle connaît aussi ma culture, et donc elle me donnait des choses où elle se disait, avec cette carte-là, ces symboles-là, Romaric pensera à ceci ou à cela. C'est-à-dire qu'il y a Et ce qui est intéressant, c'est que le jeu propose au début, dans sa préparation, une phase de synchronisation avec le fantôme. Comme si on s'harmonisait avec l'esprit du fantôme, oui, mais aussi avec l'esprit de la personne avec laquelle on joue, comme si c'était une forme d'apprivoisement, quoi. C'est vachement poétique comme façon de faire. C'est le même système que Dixit, ce qui est efficace, mais là en coopératif. Ouais. Alors, la grosse nuance par rapport à Dixit, qui pour moi fait énormément de poids, c'est que dans Dixit, vu que quand tu joues ces cartes illustrées, tu dis quelque chose. Et c'est un jeu compétitif. Ouais, alors c'est un jeu compétitif, mais ce qu'il y a, c'est que quand tu dis quelque chose, Adrien, et que tu as le droit de dire ce que tu veux, tu peux faire des références bien ciblées, très privées, et rendre le jeu complètement dysfonctionnel ou en dehors de son propos. Parce que si tu y joues avec quelqu'un que tu connais et que tu joues pour gagner. Et donc Dixit, c'est un jeu où il faut y jouer avec des inconnus, ou alors avec des gens que tu connais, et ne pas jouer pour gagner, mais jouer juste pour le fun. Parce que les cartes sont jolies. Et voilà, c'est-à-dire que si tu veux optimiser Dixit, tu dois ne plus jouer avec l'esprit du jeu. C'est ça. Ou en contradiction avec l'esprit du jeu. C'était un peu un écart. Et ouais, juste pour le préciser, dans Mysterium, le fantôme ne peut communiquer que avec ses cartes. Hein. Il n'a pas le droit de parler. C'est ça. Ouais, légalement, en tout cas, il ne doit pas communiquer sur le jeu. Il peut dire bon, j'ai aux toilettes. Oui, c'est ça. Non, il a le droit. Ouais, il a le droit. Il fait il parle. Parle-moi, fantôme. Continue. Je savais pas que les fantômes ça pouvait aller aux toilettes. Tu vois, ça peut arriver en tout cas. Alors moi, il y a un point que j'aimerais aborder. Notre fantôme, elle a pas bougé. Hein. Elle est restée sage et tout. C'est clair. Il y a un point que j'aimerais aborder après la présentation donc de Hanabi et de Mysterium, Adrien, qui sont les deux jeux, je pense, les plus efficaces dans leur approche de on fait des règles autour de la communication. C'est ça qui va centraliser le jeu. Witness aussi. Witness, je le connais pas, Witness. Tu nous le présenteras tout à l'heure, Jérémy. D'accord. Et ces deux jeux-là ont un défaut qui apparaît quand on y a joué plusieurs fois, c'est le méta-jeu. C'est que à force d'avoir joué à ces jeux-là, l'habitude des joueurs fait que des règles non écrites supplémentaires vont se rajouter et viennent polluer la partie. Par exemple, à Hanabi, quand on y joue avec des amis et qu'on joue pour la gagne, à force, on a commencé à instaurer des règles parce que quand tu défausses une carte de ta main, si tu la défausses au hasard, c'est stupide. Par contre, si tu la défausses toujours à gauche de ta main, moi, je peux anticiper et t'empêcher de défausser une bonne carte si c'est une erreur. On joue pareil. Donc, on rajoute une première règle qui n'est pas écrite, qui est écrite nulle part, qui est tu défausses à gauche. Deuxième règle, quand tu rajoutes une carte dans ta main, tu la mets à droite comme ça, t'as pas de chance de la défausser juste après l'avoir touchée. Et en plus, si tu l'as eu et qu'on te donne une information directe dessus, c'est qu'en général, il faut la jouer tout de suite. Et parce donc, qu'on l'attendait. Au jeu viennent se rajouter un ensemble de méta-jeux qui, hélas, viennent polluer la partie. Moi, je dirais heureusement, mais le problème c'est que au bout d'un moment t'arrives à un stade. Enfin, moi, il y a une amie avec laquelle je ne joue plus à ce jeu parce que, hélas. Il y a toutes les martingales. Non, mais en fait, on se prend trop la tête. Martingale Juste rapidement. Alors, martingale, en fait, c'est toujours trouver un moyen de gagner à quelque chose. Je schématise. Dans les jeux de hasard, c'est une espèce de technique superstitieuse qui fait que si jamais tu comptes jusqu'à... C'est pas superstitieux. Non, c'est pas superstitieux, c'est un terme de statistique. C'est vraiment trouver en effet les stats qui fait que tu maximises tes chances de gagner un jeu de hasard parce que tu connais les théories des nombres ou des choses comme ça. Exemple, si tu joues à pile ou face et que tu mises sur pile, et tant que tu te trompes, tant que tu perds, tu mises le double de ce que tu as misé.
il y a un moment où tu vas gagner, et ce moment-là, ton gain va récupérer tout ce que tu as perdu. Plus 1. Alors, juste un point, je voulais relancer le débat entre vous. Il y en a un qui disait, malheureusement, il existe des règles qui surviennent et qui font qu'on ne joue plus à Anabi tel qu'il devrait. Et Jérémy rebondissant disait, ah non, moi je dirais plutôt heureusement. J'aimerais bien qu'il y ait un petit débat là. Parce que justement, ça donne une façon de jouer différente. Alors, bien sûr, du coup, au bout d'un moment, le jeu, on va dire, il est épuisé. Ça serait son défaut. Mais tout le plaisir de se dire comment on va communiquer alors qu'on est complètement limité. Au départ, ça va être très facile, on va juste faire dans la prosodie, on va juste changer notre tonalité en disant tu as un 3 là, tu as un 2 là. D'accord, ouais. Quand tu dis un 3 là, tu dis avec une voix pas enjouée, t'as envie de la jouer. Ouais. Quand tu dis un 2 là, t'as pas envie de la jouer. Ça, c'est une règle qu'il faut vite bannir. C'est bien sympa au début pour comprendre un peu le jeu, le système, mais il faut vite la bannir parce que sinon le jeu est mort. Par contre, en effet, il y a d'autres façons de jouer, des façons plus ou moins agressives de jouer, et quand on commence à connaître les joueurs, on peut amener à des choses intéressantes. Oui, par exemple, défausser toujours la carte de gauche. Là, du coup, on peut maximiser nos chances de gagner, arriver à 25 points. Parce que du coup, on sait quelle carte va être défaussée. Quand on les donne dans un certain ordre, par exemple, je veux montrer 3 cartes roses. Si je monte la carte du milieu, puis celle de gauche, puis celle de droite, c'est pas la même chose que si je monte gauche, milieu, droite. Je donne un ordre. Et donc, du coup, je donne une information supplémentaire. Et donc, du coup, je dis, il faut que tu joues d'abord la carte du milieu. Celle-là, je l'avais jamais faite, et pourtant. Et celle de droite. Et bien là, du coup, on donne 3 informations d'un coup avec un seul jeton d'information. Et donc, on a maximisé les chances. Et tu vois, tu la connaissais pas, celle-là. Et c'est un plaisir de se dire, waouh, on a découvert un truc. Et les gamins, ils l'ont découvert la première partie. De jouer contre le jeu, en fait. De battre le jeu. C'est un peu l'idée, c'est de se dire comment on va maximiser cette chance. C'est le but du jeu. Ce qu'il faut dire aussi, et qui n'a pas été dit jusqu'à maintenant dans le jeu d'Anton Boza, donc Anabi, c'est que le but du jeu, c'est de faire le plus beau feu d'artifice possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire emmener un maximum de couleurs jusqu'à 5, c'est-à-dire jusqu'au petit. Donc il y a un côté battre le jeu dans Anabi. Il y a un score. Il y a un scoring, c'est ça, c'est-à-dire que le groupe réalise un scoring. À la fin, il va y avoir un score de groupe. Donc ça pousse les groupes, je trouve, à improviser ces règles dont vous parlez. Ce que je comprends pas, Jérémy, dans ton intervention, c'est que tu dis pourquoi il faudrait bannir le ton, la tonalité. Parce que c'est très vite facile. Ah, c'est trop facile. C'est très vite facile, les enfants le font tout de suite. Est-ce que tu as déjà réussi à faire le feu d'artifice parfait grâce à cette règle? Alors, si tu utilises cette règle, c'est encore plus facile. Je l'ai même fait sans cette règle, mais alors avec cette règle, donc le jeu tu dis clairement. Alors, moi, ma façon de jouer, de toute façon, quand les gens me connaissent, je joue de manière très très agressive. C'est-à-dire que je donne jamais des informations pour que tu te défausses. Je donne toujours des informations pour que tu joues. Si par exemple, tu n'as que les 1 sur la table, et je dis à un joueur, tu as un 3 là. Ce que je dis en fait, c'est tu vas jouer ton 3 parce que j'attends que le joueur qui est juste entre nous deux joue son 2 qui a été donné en information ou qui doit deviner que du coup, bah attends, j'ai 4 cartes de valeur. Mais tu vois, c'est là que c'est génial ce jeu. Ce jeu suppose que les joueurs, tous les joueurs autour de la table connaissent tes propres routines. Et au bout d'un moment, c'est ça, il faut qu'ils te connaissent. Et moi, c'est ça que je trouve assez imagé et assez beau dans le jeu, assez poétique, c'est qu'il y a quand même une ode à la connivence dans le jeu. C'est comme dans Mysterium. Moi, c'est ce que j'aime bien dans Mysterium, c'est que dans le fond, c'est une célébration de la connivence en fait. Oui, le problème c'est qu'en fait, quand tu commences à faire ça, tu peux très facilement partir. Tu vois, toi, tu as dit, j'arrête le coup du tu as un 3 là, oh, tu as un 3. Bah, pourtant, il n'y a rien qui t'en empêche. Autant qu'on t'empêche de dire défausse à gauche, défausse à... Oui, pour moi, t'avais fini le jeu à partir du moment où t'avais déjà... Ouais, mais du coup, c'est pour le plaisir de scoring et de se mettre de la difficulté. C'est comme être en mode normal ou en mode difficile à un jeu vidéo. Ouais. C'est le plaisir de se mettre un défi plus élevé pour avoir le plaisir d'y arriver. Ouais. C'est comme quand tu joues à un jeu en disant on joue à ce jeu là mais on n'utilise pas les 3. On enlève les 10 du paquet. C'est ça ovale. C'est pareil quand dans un jeu vidéo tu te mets tes propres challenges qui ne rapportent rien dans le, les gens qui font dans du le jeu par exemple. Voilà, parce que tu te dis que tu vas te mettre toi une difficulté. Certes. Après je pense que t'as bien répondu au truc, c'est que en fait à partir du moment où on commence à explorer ce méta-jeu et qu'on joue toujours entre les mêmes amis, il y a un moment donné où on a fini le jeu, c'est-à-dire que
Le seul truc qui nous fait progresser, c'est le hasard. Parce que Anabi, c'est un jeu où il y a quand même beaucoup de chance dans l'ordonnancement des cartes dans la pioche. Oui, parce qu'il y a des parties impossibles. Il y a des parties impossibles. Si les trois cartes 1 jaunes sont les 3 dernières de la pioche, bon bah oui. C'est mort. Hein. C'était bien essayé, les enfants, mais voilà. et le problème, c'est qu'en fait, le jour où on arrive à ce stade où c'est que le hasard qui vient changer ça, et où du coup, on rigole plus. On peut se prendre. Il n'y a plus de jeu. On peut aussi se prendre la tête à propos de certaines interprétations du méta-jeu. Enfin, au bout d'un moment, je trouve qu'on se fait dépasser par ce méta-jeu et on perd le plaisir de jouer. Et là où je pense que ce jeu se renouvelle, c'est de faire jouer avec d'autres gens et du coup, éventuellement découvrir un nouveau méta-jeu. Tu vois, je pense que j'aurais bien aimé jouer avec toi qui faisait c'est un 3 là. Enfin, j'aurais fait mais what the fuck, il ose jouer comme ça, putain. Et du coup, ça aurait fait une partie originale, c'est vrai. Mais c'est pas grave en fait qu'un jeu ait une fin. Non, effectivement. Mais alors, c'est pas grave, mais c'est vrai que pour des jeux auxquels j'ai pris autant de plaisir, c'est un aspect décevant. Tu sais, j'aimerais que ça dure toujours. Moi, j'adore quand ça se finit. Il faut que ça se finisse. Pose ce couteau. Pose ce couteau. Qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc tu m'as promis Monts et Merveilles tout à l'heure. Tu m'as expliqué pourquoi, selon toi, je te l'ai pas expliqué. Mais pourquoi, selon moi, le jeu de rôle ne peut pas être un jeu coopératif ? Oui, c'est ça. Oui. Parce que dans le jeu de rôle, il n'y a pas de vainqueur. Il n'y a pas de condition de tout le monde gagne, tout le monde perd. Donc tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sauf dans les jeux ludistes, type Donjons et Dragons. Mais à ce moment-là, pour être garant dans jeux ludistes, en général, je crois pas avoir d'exemple, mais en général, le MJ est opposé au joueur. Oui, tout à fait. Et donc dans ce cas-là, c'est plus un jeu coopératif dans le sens où je l'entends. DD4. C'est plus un jeu coopératif dans le sens où je l'entends. Alors moi je le limiterai pas du tout aux jeux ludistes, mais à partir du moment où les joueurs, un jeu où il faut gagner, autre chose que non, attention. Pense à tous les jeux, y compris, alors je parle pas seulement des jeux simulationnistes, mais les jeux aussi narrativistes. Les jeux où tu joues avec un objectif, c'est-à-dire où le personnage définit un objectif. Ouais, mais attention, un objectif de personnage, c'est pas la même chose qu'un objectif de joueur. C'est une condition de victoire. Non. Parce que tu vois, par exemple, je pense à. Une condition de victoire, c'est quelqu'un qui survit au niveau du joueur. Au trait, pour passer des niveaux, il faut que ton personnage que tu fixes à ton personnage un objectif, et quand il a atteint l'objectif, il passe de niveau. Donc c'est un peu une condition de victoire. Non. Je sais pas. Une condition de victoire, c'est dire au joueur tu as gagné. C'est pas dire au personnage tu as gagné. Oui, puis le problème c'est que les récompenses sont personnelles. Il n'y a pas de récompense collective. D'accord, oui. Enfin, je ne sais pas. Mais par exemple, un jeu comme... je suis désolé, je prends un exemple que je connais bien. Un jeu comme Sens, par exemple. Dans la mesure où le joueur le MJ n'est pas vraiment l'adversaire des joueurs. C'est un guide qui doit les conduire à obtenir... Ou dans Hurlement, tiens, prenons Hurlement plutôt qu'un jeu que tu connais peut-être mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un côté complètement coopératif dans ce jeu ? Non. Non, il n'y a pas de victoire. Tu dis pas que tu as gagné. Et tu parlais des jeux de mission tout à l'heure, parce que pour moi ça c'était quand même une condition de victoire, non, le jeu à mission. Alors exfiltré, machin. Ouais, alors attends, parce que le problème c'est que le jeu à mission c'est quelque chose dans la fiction de la partie, mais c'est pas l'enjeu de la partie forcément. Si tu joues un jeu ludiste à mission et où du coup le MJ a préparé une enquête compliquée avec une mission avec des pièges, des machins. D'accord. Effectivement, là, tu peux dire on a gagné la mission, mais du coup, on a gagné contre le MJ parce que le MJ a préparé des pièges retors, je sais pas quoi. À l'inverse, si on joue une mission, mais où qu'on gagne ou qu'on perde, derrière on fera la suite. Dans tous les cas, j'aurais gagné la partie parce que j'ai bien joué, je me suis amusé. Parce que, En fait, c'est clair, je suis en train de voir la différence entre le collaboratif et le coopératif. Maintenant, ça me devient évident. C'est qu'en fait, le coopératif suppose une adversité. Alors que le collaboratif n'en suppose pas. Dans un travail qu'on fait collaborativement, par exemple, comme le travail qu'on s'échange les uns les autres sur les ateliers imaginaires, qui est un travail de ressources, on met en ressources, on n'a pas d'adversité, il n'y a pas d'adversaire. Alors que dans la coopération, c'est plutôt... En fait, je pense que le mot coopérer, ça vient vraiment... d'une dimension, on a un adversaire commun, on doit tous s'allier. C'est pour ça que dans les jeux coopératifs, on joue très souvent à éteindre des feux ou à jouer contre un plateau. C'est-à-dire que, à mon avis, la coopération suppose l'adversité. Et c'est pour ça que DD4, par exemple, n'est pas un jeu coopératif, parce que, ok, il y a 3 joueurs qui coopèrent, mais il y a un ennemi qui joue le rôle de l'adversité. C'est ça que tu voulais dire, en fait. Ouais. Donc c'est bien ça. Attends, donc ça c'est une définition que vous avez donnée, hein. On est bien d'accord. Oui, hein. Ouais. C'est votre définition propre. C'est ma définition. Voilà. Attends, c'est pas lié au mot. Non, pas du tout. On n'a
pas été regardé dans Wikipédia avant de faire le but des podcasts de la cellule n'est pas de donner les définitions, de discuter entre potes et de voir ce qui en émerge. Moi, donc tu fais vraiment une grande différence entre les deux parce que... Oui, parce que dans le collaboratif, il y a un travail qui est fait ensemble. Soit, par exemple, dans le jeu de rôle, le travail, c'est fait pour élaborer un contenu fictionnel malléable. Ce que les rôlistes appellent la fiction, d'accord, élaboré ensemble, mais il n'y a pas d'adversaire à la fiction. Il n'y a rien qui s'oppose à la création de la fiction. On le fait parce que ça nous fait plaisir de le faire. Alors que dans le coopératif, si on réfléchit à des situations possibles, c'est pour gagner contre quelque chose d'autre. On a un adversaire, on a un ennemi. Et donc, au-delà de la définition de la victoire, du gain, etc., c'est que pourquoi un jeu coopératif suppose qu'il y ait victoire ou perte, c'est parce qu'il suppose qu'il y a un combat, qu'il y a une adversité. Une adversité. Donc, voilà, quand il y a une adversité, tu peux perdre ou gagner, tu vois, ça semble... Et là, du coup, tout s'explique, tout s'éclaire. Donc, le jeu de rôle, il y a un aspect coopératif, mais le rôle du plateau, qui est alloué d'habitude dans les jeux coopératifs de plateau, si tu veux, est joué souvent dans ce type de jeu par le maître de jeu. Donc tous les joueurs ne font pas un jeu coopératif. Il y en a un qui est l'adversaire et il y a par contre les 4 joueurs de D&D 4, ils sont dans un jeu en coop. Sauf qu'ils ne luttent pas contre un plateau, ils luttent contre un meneur de jeu. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui. Sauf que toi, ta définition du coopératif, c'était vraiment plateau, propre jeu de plateau. Alors pourquoi je tranche entre les deux ? C'est-à-dire, à partir du moment où l'adversité est incarnée par un humain, je tranche entre les deux parce que ça se rapproche des jeux compétitifs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des dynamiques de compétition. Tout à fait. Le jeu de plateau coopératif, en termes d'origine, je pense que ça trouve son origine dans les jeux à l'allemande, entre guillemets. C'est pas les Chevaliers de la Table Ronde, l'origine des jeux. Moi, il me semble que c'est le premier jeu de ce type-là. Je pense que le premier, c'est Le Seigneur des Anneaux, mais je suis pas sûr. Ouais, déjà, peut-être. Jérémy. Non, moi, il me semble que Le Seigneur des Anneaux est sorti après. C'est vrai que c'est il y a une époque, le moment des Chevaliers de la Table Ronde, il y a eu pas mal de jeux qui sont sortis aussi à cette période, je pense à Ghost Story ou les choses comme ça, tout à fait. où il y a eu vraiment une nouvelle émergence des jeux coopératifs. Après, il y a des jeux coopératifs, je pense qu'ils étaient là depuis, je sais pas, par exemple le Verger qui est un jeu pour les enfants. Qui est un jeu coopératif, il est là depuis quand ? Tu nous présentes le Verger, s'il te plaît ? Alors le Verger, en fait, je connais pas. C'est vraiment le premier jeu que je présente aux plus petits, donc 3 ans ou un peu moins même. L'idée, c'est que on a 40 fruits, 10 prunes, 10 pommes vertes, 10 poires jaunes, 10 cerises, rouges. Et jusque-là, tout va bien. Voilà. 10 cerises de chaque couleur. Ça fait pas beaucoup de cerises, chacun, leur tour, l'enfant, enfin, ou même l'adulte, jette le dé, ça va indiquer une couleur, il ramasse le fruit. Il a une face, vu que c'est un dé à 6 faces, il a une face panier où il va pouvoir choisir le fruit qu'il veut. Et il a une face corbeau, c'est le méchant du jeu, c'est le fameux feu du jeu. Quand le corbeau apparaît, on commence à remplir un puzzle à 9 pièces d'un corbeau. Si le puzzle corbeau à 9 pièces est rempli, c'est le corbeau qui a gagné. Si par contre on a pris tous les fruits avant que le corbeau soit fait, c'est les joueurs qui ont gagné. Donc c'est vraiment le jeu pour apprendre les couleurs et surtout attendre chacun son tour. C'est vraiment le début du jeu. C'est sympa pour les enfants, pour adultes. C'est excellent, mais tu sais pas, tu le ferais remonter à quelle époque parce que c'est... je pense qu'il est assez âgé parce que la version que j'ai à la ludothèque, il est écrit en allemand. D'accord. Et donc du coup ça fait qu'il est au moins 10 ans, je pense, ce jeu-là. Il faudrait vraiment regarder la date. Mais je pense qu'il est bien antérieur. Je m'avance peut-être, mais Chevalier de la Table Ronde. Je suis en train de me poser des questions. Est-ce qu'il existe des jeux coop avant les Chevaliers de la Table Ronde ? Pensez aux vieux jeux qu'on a, le backgammon, tout ça. Il n'y a pas de trucs. Pareil, le solitaire. Je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle Le Roi Arthur, où je demande si on n'était pas ensemble. Vraiment un vieux jeu des années 80. Il n'y a pas des jeux autour desquels on peut discuter, tu sais. Genre le solitaire, imaginez 4 personnes qui jouent. Sherlock Holmes Détective Conseil. Ah oui, années 80. Alors, années 80 peut se jouer en coop. Qui c'est celui où tu joues, où tu cherches Monsieur X ? C'est un vieux jeu. Scotland Yard, années 80. Voilà. Alors, Scotland Yard. Il y a un méchant, tu cherches Monsieur X qui s'est caché dans Londres et tu en as juste
C'est un joueur qui joue. Alors, c'est un joueur qui joue Monsieur X. C'est-à-dire qu'en fait, tu joues des détectives de Scotland Yard. Et pourquoi vous diriez que c'est de la coop alors Parce que tous les autres sont ensemble. En fait, tous les autres sont ensemble contre 1, on va dire du 4 contre 1. Mais si c'est du 3 contre 1, c'est plus de la coop au sens d'Adrien. Ouais. Alors, moi, j'aimerais bien expliquer pourquoi je fais cette nuance. Ouais, j'aimerais bien. C'est vraiment une nuance en termes de game design, parce que j'ai réfléchi à essayer de concevoir un jeu coop au sens où je l'entends, parce que je vois un challenge au jeu coop qui est comment faire une adversité qui soit complexe à résoudre. À partir du moment où tu mets un humain, tu peux te dédouaner de toute complexité sur l'humain. L'humain fera la stratégie. Tu mets des mécaniques et l'humain fait la stratégie. Et le jeu coop, ce qui pour moi fait sa richesse, c'est arriver à créer des mécaniques qui soient complexes pour les humains. Alors que derrière, il y a un programme qui est terminé, qui est fini. On ne peut plus mettre d'entrée dedans. Oui. Et donc c'est vraiment une réflexion de game design pour moi, la nuance. C'est pour ça que par exemple, Battlestar Galactica, qui est un excellent jeu par équipe, pour moi l'équilibrage est nul, parce qu'au final c'est comment les joueurs vont jouer qui fait l'équilibrage. D'accord. Dans XCOM, ce qui fait, et dans Space Alert, pourquoi ces jeux me passionnent, c'est parce que on a un jeu qui nous résiste vraiment et qui pourtant est fini. Enfin, c'est un programme, c'est quelque chose qui est terminé. Il y a du hasard, mais... Et est-ce que tu classerais dedans, alors, les jeux de rôle... alors, je vais pas avoir de nom en tête, j'oublie. Mais tu sais, ces jeux de rôle où tu joues dans un donjon, et c'est un donjon procédural, c'est-à-dire tu le tires au dé... Non, je te parle de jeux de rôle, pas de jeux de... je te parle pas de jeux de vidéo. Alors, j'en connais pas, mais c'est y en a. Alors, j'ai oublié le nom récemment parce qu'en plus j'avais pas pensé. Il y a pas de MJ. En fait, tu tires aléatoirement les salles qui vont arriver, les monstres qui vont arriver, et tu joues sans le MJ, puisque du coup, comme si tu fais du donjon, t'as pas besoin de. Est-ce que il y a un aspect jouer son personnage, ou est-ce que c'est vraiment, ou c'est plus du jeu de figurines? Alors, parce que je te dirais que j'en ai entendu parler et j'y ai pas joué, donc je peux pas en parler. C'est sûr que la fiction, à mon avis, pour ce genre de jeu, la fiction s'écrase complètement. Ouais. Il doit pas y avoir on est dans un truc entre les deux. On est entre les deux, mais on reste quand même dans le jeu de société. Oui, tu vois, qui pose une adversité qui n'est pas incarnée par un. Tout à fait. Donc on était dans le cadre large du jeu de société. Après, bien sûr, si c'est du jeu de rôle ou pas, c'est pas. Oui, parce que. Alors ça, c'est clair. Moi, ce que tu dis là, je saurais pas l'exprimer aussi bien que toi, honnêtement. Mais cette idée de profondeur du fini, c'est-à-dire que en un ensemble de règles finies, on a la sensation, je dis bien la sensation, un vertige en fait, qui serait lié à une idée qu'il y a un nombre infini de parties qu'on puisse faire et qu'on peut creuser le bac à sable et qu'on n'arrivera jamais au fond. Ouais. Alors que le jeu propose un ensemble fini de règles. Ceci dit, pour XCOM, là où je te rejoins pas vraiment Adrien, c'est sur XCOM particulièrement, c'est qu'il y a quand même une application qui nous fournit des données. C'est exactement comme dans Space Alert. Et on sait que cette application... Enfin, pour XCOM, on ne sait pas, mais pour Space Alert, on sait que cette application, il existe des façons d'en générer à l'infini en aléatoire. Tu vois, ouais, bien sûr, mais elles sont générées avec des critères qui sont finis, en fait. Ça va être... il faut qu'il y ait tant de monstres. En fait, les monstres ont une valeur de points, et puis après, tu le mets au hasard. C'est pas un problème dans ma définition du truc. Non, mais je vois bien. Cet outil de génération de parties, c'est un logiciel que tu peux exécuter. Du coup, c'est bon. Il n'y a pas d'humain derrière qui va agencer de façon particulièrement vislarde ou autre. Tu vois, il n'y a pas un joueur qui doit choisir dans quel ordre viennent les ennemis pour que ce soit le plus difficile pour les joueurs. Et que s'il le fait pas, à ce moment-là, la partie c'est un flop parce que. Au-delà de ça, en termes symboliques, le fait que les joueurs soient ensemble à se battre contre un système qui les dépasse, il y a un côté extrêmement fort, je trouve. C'est-à-dire que pendant très longtemps, à travers le sport, on s'est battu contre les autres. Oui. C'est ce que je voulais faire. Les jeux... Dans le sport, tu te bats aussi contre toi-même. Hein. Tu te bats aussi contre toi-même. C'est tout à fait vrai. Mais là aussi, Natacha, on se bat contre soi-même parce que élaborer des stratégies puissantes pour lutter contre un système, c'est aussi se dépasser soi-même, tu vois. Enfin, moi, ça me. Oui, mais tu peux aussi te dépasser toi-même dans un jeu compétitif. Enfin, c'est pas spécifique. Alors c'est vrai, mais tu vois, t'es toujours en adversité contre quelque chose. Même quand t'es en adversité contre toi-même, Là, ce qui est cool, c'est qu'on est tous ensemble. Contre un truc, contre un étranger. C'est justement avec les jeux dits à l'allemande, qui en général sont des jeux où ils sont certes compétitifs, mais qui ont tendance à minimiser les interactions entre joueurs et à ne pas faire une sorte de confrontation violente entre les joueurs. Parce que je crois que l'origine du jeu à l'allemande, pourquoi il y a cet aspect-là, c'est suite au traumatisme post-guerre. Faire des jeux qui soient fédérateurs plutôt que conflictuels.
Sortir un jeu de guerre 20 ans après. Bah ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, les jeux où on construit quelque chose ensemble, où on construit par exemple, je sais pas, des cathédrales. Ouais, c'est la reconstruction. Hein, alors, on va certes comparer à la fin des points de victoire, mais c'est qui aura fait la chose la plus belle. Donc on est différent. Et puis à partir de là, on peut se dire, mais pourquoi cette cathédrale, on pourrait pas la construire ensemble ? Et au final, je pense que c'est j'ai l'intuition que c'est comme ça qu'est né le. Oui, non, mais c'est certain. Je crois que je sais pas si c'est sur le podcast de la cellule, mais j'ai entendu un podcast qui parlait de ça et où c'était un sociologue qui parlait de ça, donc et qui parlait de justement pourquoi je l'amende. Il donnait exactement la même théorie que toi, c'est exactement la même hypothèse. Mais voilà, c'est ça quoi. S'aimer, c'est haïr le même ennemi, et on n'a pas envie, disait Jean-Paul Sartre. Et quand tu joues à un jeu de plateau comme ça, tu vois bien en fait que tout le monde est dans l'entraide contre quelque chose de désincarné, un dieu. Enfin, moi, à quand le jeu dont la couleur ce sera de se battre contre les dieux ou contre la destinée, quoi ? Parce que là, c'est triste. Je trouve les thématiques sont tristes, ces jeux de coopération. Mais se battre contre des règles, se battre contre un système, je trouve que c'est plus fort que se battre contre un dieu. Parce qu'il y a quand même l'idée que on est prisonnier d'un système. Oui, mais là, en l'occurrence, on se bat pas contre un système dans la couleur. Alors, c'est moi qui le traduis comme ça. Mais dans XCOM, on se bat contre des extraterrestres, l'étranger et l'ennemi. Voilà, ce que je trouvais, suis pas sûr que ce soit de très bonne valeur, tu vois. Voilà, ce que je trouvais un peu négatif dans XCOM ou dans certains jeux. Ils ont la peau grise. Oui, voilà. Mais ce que je trouve dommage dans certains jeux. Alors, je sais plus du tout si on dit coopératif ou compétitif. Coopératif. C'est dans certains jeux. Coopératif, ce que je trouve dommage, c'est qu'on est toujours dans une situation de combat. C'est-à-dire, il faut détruire quelque chose. Non, j'ai un exemple. J'ai un exemple en tête. Jérémy, non, j'ai pas dit toujours. J'ai dit là, oui. Il y a un avis. Et j'en ai un autre en tête que je voulais citer. C'est un aussi de mes excellents jeux coop. Enfin, vraiment. Alors, il a des défauts de game design, tout ça, mais il est hyper efficace. C'est le donjon de Naheulbeuk, qui est T'es quand même dans une dynamique d'affrontement et de combat dans le donjon Naheulbeuk. Oui, mais pas tout le temps. Là, tu peux faire des parties où tu vas affronter juste le boss final. Bon, explique déjà ce que c'est. Le donjon de Naheulbeuk, basé sur la célèbre licence que vous connaissez si bien. Quand je l'ai acheté, j'avais un gros doute de tomber sur un. Ça frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. J'avais un gros doute de tomber sur un truc à licence où on a une licence qui vend, on met un jeu, voilà. Ben j'ai été bluffé. Le jeu propose aux joueurs. Donc coopératif, il y a pas de personne joue le méchant, il y a le méchant, il est là dans la boîte. Propose aux joueurs de jouer. Il est tout compris, c'est bon. De jouer les personnages du donjon de Naheulbeuk, le nain, l'elfe, l'ogre, le magicien, le ranger, tout ça, plus avec l'extension de la marche barbare des barbares, et d'explorer le donjon de Naheulbeuk jusqu'à arriver à l'antre de Zangdar et poutrer la gueule à Zangdar. Voilà, ça c'est l'objectif. Si on y arrive, on a gagné. Si on rate, on perd. Et un jeu de rôle décrit comme ça en fait. Oui, c'est clair. Dans la partie, on explore un certain nombre de salles. Je me rappelle pas, elles sont lettrées de A à N. Vous compterez chez vous. Et dans chaque salle, on va avoir des choses à faire pour pouvoir passer à la salle suivante. Parmi ces choses, il pourrait y avoir des combats contre des monstres. Donc là, il y a un système de combat qui est hilarant au possible. Et pif, zim, paf. En gros, on a des cartes avec des lettres. Il faut arriver à faire les mots-clés de notre feuille de perso. Genre, si t'as baston avec le barbare. Des onomatopées, voilà, voilà. Donc c'est super marrant. Puis en plus, tout le monde crie parce que tout le monde veut les cartes qu'ont les autres. Enfin bon, c'est super efficace. Et l'autre gros truc du jeu, c'est que des fois, tu vas devoir faire d'autres trucs. Typiquement, je sais pas, tu te retrouves face à la porte du donjon et donc là les joueurs ont le choix, soit ils tapent à la porte, soit ils appellent la garde pour qu'ils viennent leur ouvrir, soit ils passent par la fenêtre, et la fenêtre la petite lucarne qui est 2 mètres plus haut. Et donc là s'ils font ça, ils auront un test d'agilité à faire. Et donc il y a des tests d'agilité, tests de réflexe, tests de rapidité, tests de dextérité, tests de coordination, tests d'intelligence. Et tout ça, ça se résout avec des tuiles en carton, un peu épaisses, et des mini-jeux à faire, du genre le test d'équilibre, tu te mets. Donc il y a un chronomètre, on active le chronomètre, tu t'es assis, tu te mets la tuile sur la tête, tu te lèves, tu fais le tour de la table, tu te rassois. Si la tuile n'est pas tombée, t'as réussi le test d'équilibre. Si t'as raté, t'as raté. Test d'intelligence, t'as un memory à faire avec les tuiles. Et du coup, tu te retrouves à faire des mini-jeux comme ça avec tes potes, certains qui sont absurdement difficiles parce que t'es pas doué, parce que t'as les cheveux qui glissent. Va construire un château de cartes avec les cartes qui te sont données. Ouais, c'est ça. Alors heureusement, quand t'as beaucoup joué, les tuiles sont usées et elles tiennent mieux. Mais... Mais voilà, du coup, c'est effectivement un jeu où le combat est une option. Alors, il y en a souvent, mais il y a pas que ça. Je pense que c'est un tiers de la partie, grosso modo.
en moyenne. Ça me fait penser à Super Gang, les mini-jeux qui surviennent dans le jeu. Mais c'est marrant parce que du coup, au sein d'un jeu coopératif, tu mets des mini-jeux compétitifs, puisqu'il s'agit bien de... Non, tu dois faire une performance. En gros, typiquement, ça va être tous ceux qui veulent passer par la fenêtre font un test d'équilibre. Ceux qui ratent tombent et perdent des points de vie. Ça ressemble aux gages, oui. C'est des gages. D'accord, ça ressemble plus à des gages qu'à des mini-jeux en fait. Si tu rates, tu perds des points de vie, mais tout le monde sera passé par la fenêtre. Après, t'as certains, même si moments où chacun a un truc à faire en particulier, et si t'en as un qui rate, tout le monde subit. Mais du coup, tu vois, c'est quand même coopératif. Hein. D'accord. Là, c'est le moment où je dois rebondir et j'ai absolument aucune idée pour faire rebondir ce podcast. Chaussettes. Merci. Ah, attends, tu voulais nous parler de peut-être Witness que t'as à côté de toi Witness, oui, parlons toujours d'histoire de la communication. Et de jeux à licence. Donc du coup, ça appuie en effet sur une licence Black et Mortimer. Ouais. On joue 4 personnes, dont Black, Mortimer et 2 autres personnes qui sont de la licence Black et Mortimer. C'est un jeu donc coopératif, il va falloir répondre à 3 questions, à une énigme générale. Elles sont vraiment très différentes suivant les énigmes, donc une liste d'énigmes, on choisit, on fait l'énigme numéro 2, tout le monde ouvre la page numéro 2 de son petit livret de personnage. Attention à ton micro, toi. Pardon. J'étais à l'œil. Et du coup, chacun va avoir une information différente. Maintenant, le jeu, on va faire du téléphone arabe. Et croyez-moi, c'est assez difficile de retenir rien que 3 informations. Par exemple, ah oui, d'accord. Je vais inventer. C'est une énigme qui a été inventée pour la vidéo qui est passée sur Trick Track. Donc du coup, je peux le dire. Vous pouvez aller le voir, c'est assez hilarant. C'est Monsieur Quoi, qui est de la mafia chinoise, a été assassiné. Il faut savoir qui l'a assassiné, grosso modo. Et donc, les informations qu'on va pouvoir donner, c'est Monsieur Qui est arrivé à 21h avant Monsieur Quand au salon de thé. Monsieur Où est arrivé à 22h alors que Monsieur... Et donc du coup, on va retenir ces informations-là. Et... je sais même plus ce qu'il a dit la première fois. Exactement. Et au bout d'un moment, t'as un mec qui sort quoi. Et comme c'est le Monsieur Quoi qui est mort, ça fait hilarer la table. Oui, ça fait hilarer la table, c'est ça. Exactement, c'est ça que je voulais dire. Et donc du coup, voilà, ça génère des trucs un peu bizarroïdes comme ça. Alors celui-là, il est vraiment très particulier, il est de niveau difficile. Ouais. Il y a des choses un peu plus simples, mais justement, rien que ce petit changement, dire qu'on a une limitation d'information et que du coup, on a une distorsion de la communication, c'est-à-dire que l'émetteur va laisser un message à un récepteur, mais que le récepteur, la seule chose qu'il aura le droit de dire, c'est est-ce que tu peux répéter? Et ensuite, on n'a rien de le droit d'écrire pendant ces phases-là. Et à la fin, une fois que tout le monde a fait son petit téléphone arabe, on aura le droit de noter tout ce qu'on veut. Et ensuite, on lit les 3 questions, on essaye de résoudre. Et des fois, c'est les questions qui nous font plus peur que les informations. On dit, bon, c'est facile. Qui a bu du vin à 22h44? Eh ben, c'est un peu ça. Ce qui est génial avec ce que tu décris, alors je n'y ai jamais joué, moi je suis très curieux d'essayer. Ça dure 15 minutes, on peut en faire une. Ce qui est génial avec ce jeu, c'est que jusqu'à présent, les jeux coop que j'avais pu voir, alors mis à part le Donjon d'Albuck, ça testait soit une sorte de vitesse de calcul, si on joue à XCOM, si on joue à Space Alert, soit un certain degré d'interprétation avec Mysterium, où on voit ces images, ça fait appel plus à la créativité. Analyser calcul, ouais. Analyser calcul. Et du coup, avec Mysterium, le fait que ça soit un jeu de mémoire, je trouve ça intéressant qui est Witness. Qu'est-ce que j'ai dit? Mysterium, ok, Witness. Je trouve ça intéressant que ça fasse appel à autre chose, qui est justement la mémoire et le. Visiblement, en fait, tu parlais des problèmes de communication. En fait, si tu joues sur les différents vecteurs de communication, je pense que tu peux les décliner en autant de jeux qu'il y a de façons de. Ouais, bien sûr. Ouais. Le deuxième aspect que j'ai dit très très vite au départ et que je vais revenir, mais on en a un peu évoqué, c'est la notion de confiance. Et justement, c'est là où apparaît les félons, les traîtres. Ouais. Parce que du coup, on enlève l'effet leader dès qu'on dit, bon, il peut avoir un traître. C'est même pas obligé. Il suffit de mettre une suspicion de traître et déjà, on joue pas au même jeu. Moi, je trouve ça génial, ça. Le coup de contrecarrer l'effet leader par la présence d'un félon, je trouve que ça met en plus autour de la table une ambiance de suspicion qui est propre. Faudra qu'on te fasse jouer à Battlestar Galactica. Ouais, j'ai déjà Dead of Winter. Je sais pas si tu connais. Dead of Winter. Donc du coup, nous sommes des survivants et la ville est envahie par des zombies en plein hiver. Et donc du coup, on a un objectif commun à réaliser. Des silons là où t'as des robots, ouais. On a une carte objectif commune à réaliser et chacun va piocher une carte objectif individuelle. Et dans ces cartes objectifs individuelles, il peut avoir une carte objectif traître
qui va être carrément de saboter l'objectif commun. Les autres, c'est juste parce qu'ils vont avoir des petits problèmes. Par exemple, ils ont tellement peur de manquer de bouffe que du coup, ils vont la carte objectif individuelle, c'est juste garder les cartes nourriture pour soi. Et donc, du coup, ça peut amener une suspicion, alors qu'en fait, il fait partie des gentils, de garder des cartes nourriture alors qu'on a besoin pour nourrir toute la colonie. Ouais, c'est génial. Et donc, au bout d'un moment, on peut faire comme action de jeu. Je propose que toute la colonie, on fasse un vote pour savoir s'il sort de la colonie ou pas. Ouais, un exil, ouais, je sais plus comment c'est. Un exil, exactement, c'est un exil. Je crois. Ouais. Et donc, si la majorité vote pour son exil, du coup, le joueur défausse sa carte objectif individuel et en pioche une nouvelle carte objectif individuel exilée qui va être soit encore saboter encore plus la partie, ou au contraire, essayer de faire une rédemption et donc, du coup, quelque part aider la colonie à se reconstruire. Donc voilà, ça donne une autre dimension. D'accord, très bien. J'adore. Il faudra que j'essaye ça. J'adore. J'en ai eu des très bons échos de ce jeu. Il est vraiment sympa. Un peu long, il faut 2-3 heures, hein, mais sur le temps, ça vaut le coup. Juste rapidement, j'ai une question. Manque, t'as encore un truc sur lequel tu voulais rebondir, Jérémy? Alors, dernier je vais truc, passer à autre chose. Là, une autre distorsion possible en termes de communication, c'est la communication du jeu par rapport aux joueurs. On a parlé de pandémie, en disant qu'en effet, son gros défaut, c'est qu'il amène vite fait un effet leader. Parce qu'on a toutes les informations nécessaires, et un joueur, du coup, peut dire « Bon, toi, tu fais ça, puis moi, mon tour, je fais ça, et ça va bien se passer. » La fameuse martingale. Il existe maintenant un Pandémie Legacy. L'intérêt du mode Legacy, c'est, en fait, on va faire une dizaine de parties. Les parties vont avoir une répercussion, la première partie va avoir une répercussion sur les autres, la deuxième partie sur les autres, ainsi de suite. En fait, chaque partie va amener à changer une sorte de mini-campagne. Et surtout, l'intérêt de ce jeu-là, c'est qu'à chaque partie, il va y avoir des nouvelles règles qui s'instaurent. Et donc, du coup, généralement, là où le propriétaire du jeu connaît vraiment bien le système, ben là, il va découvrir en même temps une nouvelle règle avec les autres joueurs, et donc, du coup, va diminuer l'effet leader. Je dis pas la détruire, mais diminuer. Et donc c'est un autre moyen, un autre biais, c'est si on distord la communication par l'intermédiaire du jeu aux joueurs. Ah oui, ouais. Adrien. Du coup j'avais un autre truc pour rebondir toujours là-dessus, sur comment dissiper l'effet leader. Alors c'est une manière qui marche, le résultat est discutable, on va dire. Oui. C'est dans la licence Cthulhu, les jeux Horreur à Arkham et les Contrées de l'horreur, où en fait là ce qui se passe, les jeux on a le temps de parler de tout, mais en fait la partie est tellement longue naturellement que et il y a tellement de possibilités offertes à chaque joueur qu'en fait on peut pas optimiser, on sait pas comment optimiser. Il y a tellement de hasard, tellement de tout. Donc les Contrées de l'horreur ou Horreur à Arkham, c'est un jeu où on joue des esprits très pulp Cthulhu, des investigateurs. Avec des fiches de personnages, avec des talents, des compétences, des objets de début, des ressources, des alliés, des machins, qui vont essayer de lutter contre l'arrivée d'un grand ancien, le réveil d'un grand ancien. Donc dans Horreur Arkham, on se balade dans Arkham, on essaye de fermer des portails, tout ça pour lutter contre le grand ancien. Dans les Contrées de l'horreur, ça se passe au niveau de la planète, mais c'est pareil. Un peu plus simple au niveau des règles. Mais en fait, dans ces jeux, il y a tellement de hasard, tellement de complexité, tellement de potentialité, de paramètres, qu'en fait, il n'y a personne qui peut l'idée parce qu'il n'y a personne qui est suffisamment intelligent. On sait pas comment optimiser. Oui, c'est ça ce que je disais, qu'on disait tout à l'heure, c'est noyé sous l'information. En fait. C'est ça, c'est noyé sous l'information. Tant gagner contre Nyarlathotep, je veux dire, c'est compliqué. Quoi. C'est le ça. Mec, Alors après, pourquoi ça a un effet. Calcul en non euclidien déjà. C'est ça, exactement. Pourquoi c'est moyen comme. C'est pour ça justement que moi je pourrais gagner en fait. Pourquoi c'est moyen comme résultat, c'est que les parties sont rigolotes. Enfin, quand on richogote. Voilà, richogote. Quand on s'attarde à ce qui se passe sur la partie. Enfin, c'est des trucs débiles, c'est la serveuse qui a 20 grimoires ésotériques, 3 flingues, et puis... donc il y a un aspect qui est rigolo, à la fin, est-ce qu'on va gagner ou pas, l'enjeu de gagner ou pas, il est là. Mais après, c'est vrai que on a un peu l'impression d'utiliser 200 pains de dynamite pour faire péter un pan de mur en plâtre, quoi. Bah, parle pour toi, moi je prends toujours les sorts quand j'y joue. Alors moi, j'avais une petite question à vous poser. Alors, je suis désolé, c'est un peu salaud parce que je vous demande de défendre ou pas de défendre, mais en tout cas de juger de ma théorie, ma propre théorie, et je sais que autour de la table vous la connaissez bien. Je suis contre. C'est quand je décrivais justement dans le Maelstrom que faire du jeu de rôle, c'était créer donc de façon collaborative un contenu fictionnel malléable, en faisant des propositions et en attendant des autres qui la valident. Vous trouvez pas justement que les jeux coopératifs peuvent rentrer dans ma définition en fait, et du coup
Oui. Adrien. Oui. Souvent, on me dit, quand je présente dans les conférences, j'arrive avec ma définition, souvent, il y a toujours la première ou la deuxième question que le public pose, c'est toujours celle-là, c'est dire, mais en fait, l'activité que tu décris quand on fait du jeu de société, c'est la même chose. Et souvent, ma réponse, c'est de dire, oui, mais d'ailleurs, le jeu de rôle est un jeu de société. Et donc, et je me demandais, parce que, par exemple, si on prend la partie de XCOM... j'allais y faire écho. Je t'en prie, Adrien. Mais vas-y, quoi. Mais je trouve que, si on met tout bout à bout, on a bien un contenu fictionnel. Alors, il n'est pas malléable. Dorian me disait l'autre jour, justement, parce que je lui posais cette même question, il me disait non, il est organisable. Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière. On peut pas dire. Bon, imaginons que les interceptors. Le dé il est cassé. Et attends, non, c'est pas la fin de la phase en temps réel. Attends, j'ai utilisé mon truc. Ah non, ouais. Attends, Adrien, t'as oublié mon tour avant de faire ton jet. Et attends, et le dé il est cassé, on le relance. Alors, d'accord. Donc, ok, très bien. Donc, mettons qu'il soit. Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un contenu fictionnel? Oui. C'est ça, moi, je pense que oui. Avec XCOM, c'est vrai que. Puis Natacha. Vu qu'on avait des rôles très particuliers et qu'on s'est retrouvés. Enfin. On avait notre vision de chaque crise, de chaque moment d'angoisse sur la partie, et du coup, on n'a pas tous vu la partie dans l'ensemble, donc on a tous vu un morceau de la partie. Donc, en ça, effectivement, c'est ce que tu appelles toi le contenu fictionnel. Mais là, on avait chacun notre fiction, enfin, on a eu chacun notre expérience de la partie. Complètement. Natacha. Moi, je pense à certaines parties de Contrée de l'horreur aussi, où on perd. Et du coup, on sait qu'on a perdu, bon voilà, on a mis, mais on rembobine quand même un peu, juste pour faire une deuxième possibilité de jeu. C'est ça, on s'est dit, et si à ce moment-là on avait fait cette valeur-là au dé, qu'est-ce qui serait passé ? Ou même pas. Au lieu qu'on t'envoie fermer le portail si on t'avait envoyé là, il y a des fois où on se dit, on avait deux choix, on a pris celui-là, est-ce qu'on peut pas rembobiner ? Et pour encore aller dans le sens de débiner ma propre définition, c'est qu'il y a même un moment donné, je sais pas si vous avez vu quand j'ai joué à XCOM, où vous m'avez traité de gamin, vous m'avez dit putain c'est un vrai gosse, parce que j'étais vraiment parti dans le rôle en fait. Il était avec ses figurines. J'étais avec mes figurines comme un ouf. Par contre, là où ce serait pas forcément un jeu de rôle, c'est que ce que je jouais, c'était chacun des personnages. Je me plaidais pas personnellement pour un personnage. Je plaidais pour un groupe. Alors attention, on peut faire du jeu de rôle en jouant plusieurs personnages. C'est là que j'allais te passer la parole justement, Julien. T'as une expérience de jeu de rôle en jouant plusieurs personnages. Je pense que moi, quand j'ai commencé le jeu de rôle Donjons et Dragons, je l'ai commencé à l'américaine, mais à l'américaine des années 70-80. C'est-à-dire où on jouait plusieurs personnages. Et donc le fait aussi. qu'un de tes personnages meure, c'était pas grave. Et puis en plus. Je vous rappelle que les règles de Donjons et Dragons, les toutes premières, tu crées un personnage en moins de 5 minutes. Donc il n'y a pas du tout de dire un de mes personnages est mort, c'est pas grave, on va refaire un magot, il s'appellera Evart John 2. Non, mais aussi on avait des noms, enfin avec des KLH, on essayait de faire des trucs un peu médiévaux, tu sais, c'est facile de trouver des prénoms du Moyen-Âge, mais voilà. Natacha. Jeu de rôle où tu joues plusieurs personnages dans Blistage, même si tu crées une seule fiche de perso, t'es amené à jouer d'autres personnages. Le jeu de l'enquête, pas Inspector, c'est l'autre. Dirty Secret, on joue aussi plusieurs, on est amené à plaider aussi pour plusieurs personnages. Remember Tomorrow. Il y a plein de jeux en fait. Alors, donc, toujours est-il, alors du coup là on est à la frontière, à mon avis. On est à la frontière. Oui et non, mais il y a beaucoup de rôlistes qui diraient non, c'est pas un jeu de rôle, clairement. Enfin, c'est sûr. Je dirais non, ne serait-ce que parce que pour moi, dans un jeu de rôle, il y a des interactions fiction-fiction ou des interactions fiction-règle. Là, les seuls moments où de la fiction apparaît. Ça veut dire que pour toi, une machine à saucisse n'est pas un jeu de rôle. Et ça, on en a déjà discuté. Parce que c'est justement ce genre de jeu dans lequel les mécaniques interagissent entre elles et la fiction interagit entre elles. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment il y ait de. Il faut qu'il y ait une interaction. Il faut que la fiction ait un impact sur les règles, tout simplement. Tu sais, sur la mécanique, pardon. Le fait de. Comment les Norvégiens appellent ça, tu sais, le blitz, tu sais, le fait que le personnage coule sur le joueur ou que le joueur coule sur le personnage, on peut l'empêcher ou le permettre. C'est pas ça dont je parlais, moi. C'est le fait que, en fait, c'est que là, le fait de jouer, juste le fait de jouer. Les deux dimensions sont séparées, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, l'univers et le. On va prendre un exemple. C'est pas que c'est séparé, c'est que dans XCOM, le seul moment où tu penses fiction, c'est ce qui se passe sur le plateau me fait penser fiction. Voilà, c'est ça. À aucun moment, ce que je me pense en fiction me donne des idées de jeu. On appelle des épiphénomènes. Mais en dehors de ça, c'est aussi que tu vois bien que le fait que j'ai joué à un moment donné, donc j'ai joué mes Space Marines en train d'accomplir leur mission, en décrivant à chaque fois, vas-y, va sur le PC, avance, il y a un monstre dans le couloir, tire-lui dessus. J'ai fait vraiment l'effort de jouer. Est-ce que ça m'a apporté des bonus en jeu ? Réponse, aucun. C'est bien la preuve que la fiction est inerte sur les mécaniques du jeu. Ce qui montre que c'est pas un jeu de rôle. Parce que en jeu de rôle, il y a une contrainte que les propositions
que tu fais sur le contenu fictionnel malléable vont avoir un impact sur les mécaniques. Alors, est-ce que ça rentre dans ce cas quand on choisit les crises dans XCOM, je t'ai demandé à un moment si tu préfériez sacrifier 3 hommes, sacrifier 2 de tes soldats ou faire monter l'indice. Oui, mais j'ai pas réfléchi en termes fictionnels. J'ai réfléchi en termes mécaniques. J'ai fait le choix. Voilà. J'ai optimisé mon choix. Ah si, il y a un moment donné. C'est là, c'est pour ça que il y a un moment donné où j'ai justifié. Tu as dit c'est mes hommes et j'ai pas envie de les perdre sur le terrain. Oui, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'est j'ai envie de garder, parce que j'avais une énorme force militaire, j'en étais très fier, j'étais très fier de pouvoir déployer beaucoup d'hommes, et ce que je voulais dire par là, c'était que j'avais envie de garder cette puissance-là, et c'était bien une puissance mécanique. C'était une puissance mécanique, c'était pas parce que je les aimais. Voilà, c'est la question que je me... Parce que quand tu l'as joué autour de la table... Il y a un moment donné où j'ai sacrifié 2 personnages de façon extrêmement froide, parce que mécaniquement, c'était intéressant. Ils n'ont pas gagné. C'est voilà. Parce que autour de la table, tu l'as dit comme si. Donc c'est vrai que nous, on n'était pas dans ta tête et donc on sait pas. Non, je l'ai vraiment fait pour des raisons mécaniques. Je savais que. D'accord. Voilà. Jérémy voulait intervenir il y a longtemps. Je pense qu'il a oublié sa réflexion. Ok, on enchaîne. si, ça y est, ça m'en vient. Bon. Quand tu dis les jeux de société coopératifs, est-ce que c'est du contenu fictionnel malléable ? Est-ce qu'il y a un contenu fictionnel malléable ? J'ai envie de dire, est-ce que tout jeu, il n'a pas du contenu fictionnel ? Ouais. Alors, ensuite, malléable ou pas malléable, c'est pas le propos. Mais... Dans le jeu, c'est clair. Dans le jeu vidéo, par exemple, il y a un contenu fictionnel, il est organisable. Oui, moi, dans un jeu de société, s'il n'y avait pas du contenu fictionnel, je ne jouerais pas. Et Dorian me disait, est-ce qu'il peut devenir malléable si, par exemple, je fais des sauvegardes régulières et qu'à un moment donné, je décide de revenir en arrière avec dans mes sauvegardes et d'aller explorer le jeu de façon différente. Tu vois, c'est tout un tas de questions comme ça à laquelle j'avais pas forcément pensé en écrivant mon article, et qui fait que, en fait, il y a encore un problème de définition autour du contenu fictionnel malléable. C'est trop lâche comme définition. Typiquement, les choix qui n'ont aucun impact alors, je pense dans un jeu vidéo, parce que moi, je fais pas mal de choix esthétiques, y compris dans les jeux vidéo. Si par exemple, tu choisis une tenue plutôt qu'une autre dans un jeu vidéo, alors qu'elle ne t'apporte aucun bonus. Le cosmétique. Tu l'as fait juste parce que c'est assorti. Alors ça c'est moi, je suis très girly, hein. Et parce que mais si, parce que la veste en daim bleu, elle est assortie au, je sais pas moi, au cuissard bleu que j'ai trouvé. Il y a pas besoin d'être girly pour faire ça. Moi je me souviens très très bien que. Ouais, mais moi je le fais tout le temps, donc dans XCOM, le jeu vidéo, tu peux relooker tes mecs. Tous tes mecs. Voilà. Et du coup, tu peux faire tous tes snipers en rouge, tous tes mecs d'assaut en vert. C'est juste que tu les vois mieux sur le terrain. Ouais. Ou les jeux de course où on peut faire du tuning aussi. Ouais. Mais ça, oui, et c'est hyper important. Tu fais ça, toi ? J'en ai fait à une époque, oui, je sais. Oh, vas-y, parle-nous de ton néon. Oh, non, arrête. Et tu sais que dans XCOM, tu peux choisir aussi l'origine de tes personnages. En fait, du coup, tu peux transformer les noirs en asiatiques et les blancs, et tu peux décider qu'il y a que les blancs qui auront le droit d'être sniper et que les asiates qui pourront être ranger, tu vois, ou un truc comme ça. Parce que tu peux changer leur truc. Et là, c'est un peu... Enfin, moi, tout ce que je voudrais dire aussi, en plus, en complément de ce qu'on vient de dire, c'est que peu importe au final que des jeux entrent dans des définitions ou pas. Moi, quand j'ai inventé, ou quand j'ai créé, ou quand j'ai décrit la définition du contenu fictionnel malléable et du Maelstrom, mon but, c'était avant tout de créer une définition qui me serve d'outil pour créer mes jeux, d'avoir un vocable pour parler de ce que je voulais faire. Je m'en fous complètement que XCOM tombe dans ma définition. Parce que moi, mon but avec cette définition, c'est pas d'atteindre la vérité. C'est pas non plus une qualité de XCOM que de se rapprocher en cela du jeu de rôle. Voilà, c'est ça. C'est ça. La qualité de XCOM, c'est pas tant de se prendre au rôle de chacun des personnages. Mais tu sais, on aime bien, avec Fabien, rappeler que les dangers de dire ceci n'est pas du jeu de rôle ou ceci n'est pas du jeu de société. C'est ce que tu dis. C'est ce que je disais aussi avec ma définition de jeu coopératif, jeu collaboratif. C'est que ma définition, je la fais juste en termes de game design. C'est qu'un jeu qui est un puzzle game où il n'y a pas d'humain derrière, pour moi, je dis que c'est coopératif. Mais après, c'est ma définition. J'ai pas vocation à l'imposer. C'est juste comme ça que je réfléchis. Alors, parce que très souvent, je t'explique pourquoi, Julien. C'est que très souvent, le ceci n'est pas. Ça sert à justifier une flemme intellectuelle. Par exemple, je te donne un exemple. Quand Ambre est sorti, il n'y avait pas de dés. Il y a énormément de rôlistes qui ont commencé à dire « Oui, mais de toute façon, c'est pas du jeu de rôle. » Sous-entendu, ça correspond pas à mes habitudes de jeu.
Parce que pour moi, dans le jeu de rôle, il doit y avoir des dés. Donc, de toute façon, je peux passer sur ce jeu. Ma culture est toujours valable. Et en fait, c'est une position en fait de dominant qui domine dans un domaine intellectuel et qui, parce qu'il voit son univers évoluer, parce que d'un seul coup, nous on l'a beaucoup vécu quand on a commencé à la cellule à dire qu'il n'y avait pas que du jeu de rôle classique qui existait maintenant il y a longtemps. On s'est ramassé des gens sur le rable parce qu'en fait ça les faisait chier. Est-ce qu'ils étaient spécialistes du jeu de rôle traditionnel et ils se disaient voilà, je suis spécialiste du jeu de rôle traditionnel, et sitôt que tu leur dis le jeu de rôle c'est pas que ça, ils l'entendent comme, tu vois, en fait t'étais pas spécialiste, et ça leur fait beaucoup de mal. Et ces gens-là ont tendance à dire oui mais ça c'est pas du jeu de rôle, moi je connais le jeu de rôle, le vrai. Je pense que je vais te dire un truc, et puis Natacha je pense partagera la même idée que moi, c'est qu'on a ce débat là nous en littérature depuis des siècles, et moi je considère que le jeu de rôle c'est quand même un objet littéraire puisqu'il y a du texte, hein. Moi je considère que non. Mais en littérature, à partir de quand tu décides qu'un texte n'est pas un poème? Est-ce que ça c'est un poème? J'écris des poèmes, j'écris un poème en prose, est-ce que c'est quand même un poème? Et nous ces débats là, on les a tranchés depuis longtemps. Et tranchés ou pas, c'est que je veux dire l'objet littéraire, tu peux pas exclure a priori un objet d'un genre. Oui, mais je suis d'accord. Mais vous êtes des universitaires, vous êtes des intellectuels dans ces domaines-là. Vous avez une finesse de grain qui n'est pas celle qu'on trouve sur Internet. Là, je vous rappelle, ce podcast est diffusé sur Internet. On le fait au quotidien avec des collégiens. Quand tu dis aux élèves, vous devez écrire un poème, ils ont des critères quand même à respecter. Natacha. Oui, alors moi je distingue un peu ce que je fais en classe et ce que je fais en jeu de rôle. Non, pas, enfin ce que je pense et ce que je fais en classe. En termes universitaires, on va dire, même si je fais pas de recherche universitaire pour parler, parce que c'est des distinctions qu'on a besoin de faire de façon très claire pour des raisons pédagogiques en classe. D'accord. Et après, je commence à gommer les limites et à effacer les cases et les tableaux quand je sens que les élèves ont à peu près compris le début. Là, ce que tu es en train de dire, c'est que toute pédagogie nécessite au départ des définitions claires, quitte à ensuite les interroger par la suite. On est totalement d'accord, Julien et Natacha. Là, ici, en l'occurrence, en plus, on est, entre guillemets, j'allais dire, entre spécialistes. C'est pas ça, mais c'est qu'on a beaucoup travaillé ces questions les uns les autres. Donc, on sait très bien que nos définitions sont floues, on a conscience, on essaye de les affiner, on essaye de donner de la finesse de grain. Moi, ce que je veux dire, quand les gens disent ceci n'est pas, regardez, quand David Cage sort ses jeux vidéo, tout le monde crie des cris d'orfraie, c'est pas du jeu vidéo, il n'y a pas de gameplay, oui, etc. Mais la provocation. Et pourquoi ils disent ça? La provocation a du bon quelquefois. Mais c'est ça. Le jour, c'est le propre d'un artiste où de briser des cadres. Un mec sortira un manuel de machine à laver en mettant jeu de rôle dessus, ce sera une provocation et on pourra lui dire ceci n'est pas un jeu de rôle. Mais ça obligera les gens aussi à s'interroger. C'est ça, comme l'urinoir de Duchamp. Voilà, mais c'est déjà fait en fait, c'est déjà Duchamp qui a fait ça quelque part. Oui, mais pas sur le jeu de rôle. Oui, pas sur le jeu de rôle, mais bon. L'urinoir de Duchamp du jeu de rôle, c'est peut-être fatal, je sais pas, ou un truc comme ça. C'est un truc sur lequel on peut pisser tranquillement. Adrien, j'avais un truc à dire. Complètement éclipsé par de conneries. Je vais meubler un peu le temps que ça revienne. Attends, c'est quand tu parlais du jeu vidéo. Oui, effectivement. Oui, on en a parlé ensemble. Pas un jeu vidéo, on en avait parlé. Je te disais par exemple Life is Strange. Moi, je dis que ce n'est pas du jeu vidéo. Mais attention, je le dénigre pas en tant qu'objet. Pour moi, c'est une excellente série interactive. Mais c'est juste le horrible de dire ça. Non, en fait, c'est pas ça. C'est juste que moi, j'ai besoin d'un mot. En fait, pour moi, le jeu vidéo, j'attends une certaine expérience d'un jeu vidéo. Et dans Life is Strange, j'ai pas du tout cette expérience. Dans Life is Strange, l'expérience que j'ai eue en tant que joueur était beaucoup plus proche de celle que j'ai en regardant une série où je sais que j'aurai peu d'impact sur l'histoire que dans un jeu vidéo. Alors moi, la réponse absolue que je donne à ça, c'est voyons voir ce que l'auteur en dit. Allons voir comment l'auteur l'a défini. Et il me semble que l'auteur, en l'occurrence, c'est les gars de chez Damasio, Briclo, tout ça. C'est les gars de chez. Non, ça c'est Remember Me. Mais justement, c'est pas la même. C'est pas Quantic Dream. C'est Quantic Dream. C'est les mêmes. Là, tu prends. En fait, je pense. Je sais pas si Natacha, tu partages le même point de vue. Julien. Mais pour moi, en littérature, on a ce même truc. À partir du moment où il y a sous un texte, quel qu'il soit écrit, poème ou roman par l'auteur. C'est difficile de dire ah bah non c'est pas un roman si l'auteur a mis roman dessous enfin c'est ça et là j'ai envie de dire c'est un peu qu'est-ce que t'en penses Natacha oui si après c'est ma définition pour mon tu peux y ajouter des critères enfin, je sais que quand on parle des textes de Racine par exemple, bon pour tout le monde c'est évident que c'est d'abord du théâtre, lui il l'a estampillé comme tragédie classique, etc., mais
Est-ce que c'est pas des textes poétiques aussi? Est-ce que c'est pas des poèmes quelque part dans le travail de la langue? Adrien, tu peux y ajouter des étiquettes sans pour autant enlever celles qui ont été mises par l'auteur en fait. On revient à toi et l'idée que ce n'est pas péjoratif quand tu dis ça. Quand tu dis ceci n'est pas du jeu vidéo, tu dis pas ça pour justifier le fait que si vous aimez le jeu vidéo, vous n'avez pas besoin d'y jouer. Au contraire. C'est ça. Au contraire. C'est parce que, en fait, derrière un mot, chacun a ce qu'il perçoit. Parce qu'au final, je pense que personne n'a la même définition de jeu vidéo. Ni du jeu de rôle. Voilà, parce que même dans un dictionnaire, voilà. Et du coup, c'est toujours intéressant de malgré tout pouvoir le faire passer dans autre chose. Donc quand je dis c'est pas de jeu vidéo, c'est une bonne série interactive. C'est un moyen pour moi de quand même pouvoir en dire du bien. Et même si à quelqu'un je lui dis attention, c'est pas du jeu vidéo, je dirais toujours derrière c'est autre chose. Et du coup, tu peux lui dire sois curieux. Des fois, ça peut m'arriver de dire ceci n'est pas du jeu de rôle ou ceci n'est pas du machin. Et faut pas forcément le voir en. Oui, parce que tu l'invites quand même à le regarder. Tu dis même si c'est pas du jeu vidéo, regarde-la parce que c'est une excellente expérience. Et alors que les gens qui disent ceci n'est pas du jeu de rôle, tu disais les machines à saucisses ne sont pas du jeu de rôle pour toi. C'est pas pourtant que je dénigre les potentielles machines à saucisses. Mais ça, malheureusement, on en a déjà parlé moult fois à la cellule, c'est le fait que le mot machine à saucisses soit extrêmement péjoratif, alors qu'au final, il décrit une réalité, un type de jeu qui est bien réel, qui existe. Mais voilà, bon, ça c'est le problème des termes péjoratifs, c'est la péjorativité. Comment on pourrait l'appeler autrement Un gentil boucher? Parce qu'au final, c'est quelqu'un qui fait des saucisses aussi. Je sais pas. Il y avait Frédéric qui proposait aussi un jeu à posture d'auteur, mais c'est pas vraiment, ça recoupe pas vraiment. Je trouve qu'il y a plus dans la posture d'auteur et dans la définition de Fred, il dit plus que c'est. Ouais, il y a autre chose. Le truc, parce que faut savoir que le mot machine à saucisses, mais d'ailleurs, même ça vient d'une discussion. Même entre nous, on n'a pas le même sens. Ah si, on a tous le truc du jeu d'échecs où on raconte une histoire sur le jeu d'échecs. Ouais, mais je suis pas sûr que tout. Si. Les gens mettent pas forcément les mots dessus de la même manière, mais en gros, on a l'idée qu'il y a d'un côté les mécaniques et de l'autre la fiction et que les deux sont décorrélés. Et ça, je veux dire, c'est la définition. Voilà. Et après, il y a des gens qui vont faire rentrer les jeux à posture d'auteur là-dedans, et là, ça devient très 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 compliqué parce que les jeux à posture d'auteur restent des jeux de rôle, je pense. Parce qu'on plaide quand même pour un certain nombre de personnages et tout. Enfin, là, il faudrait rentrer dans la complexité de la définition de Fred et c'est compliqué. Bref. Le jeu coop, est-ce que tu voulais ajouter des choses, Adrien, là-dessus avant de conclure ce podcast sur le jeu pas qui me viennent là, je pense. Faites-en. Pourquoi tu voulais qu'on parle de ça? C'est à cause de cette fascination que tu as pour des règles limitées, créer une infinité de parties. Qu'est-ce qui est-ce que tu pourrais est-ce que tu as envie de faire un jeu de rôle qui s'inspire de ça? Il y a pas une idée comme ça? Parce que les 22 triomphes. Les 22 triomphes, non. Non, c'était pas. Non, les 22 triomphes, il y a de la compétition. Pour les secrets. Pour autre chose. Non. C'était plutôt un jeu ludiste à secret que tu avais envie de faire avec les 22 triomphes. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas ça. Donc, non, je pense pas qu'il y ait besoin de l'agence, est-ce que c'est pas finalement oui, un peu ça? L'agence se rapproche de ça. Oui, effectivement. Ça, c'est... De toute façon, l'agence, la critique qu'il y avait dans Le Maraudeur est assez juste sur ça. C'est qu'effectivement, dans l'agence, le paquet de règles qui est assez conséquent, c'est effectivement inspiré du fait que j'ai fait beaucoup de jeux de plateau. Donc ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Le fait qu'on est en mission ensemble, ça se rapproche du jeu coop. Après, c'est vrai que le joueur coordinateur qui est là pour jouer les embûches, c'est pas, enfin voilà, on s'éloigne un peu du jeu coop. Peut-être que c'est lui qui, non, c'est pas, il fait pas le plateau parce qu'il fait la communication, mais c'est compliqué. Ouais. Mais le rôle du joueur coop et du joueur coordinateur n'est pas. Je suis pas convaincu d'avoir fait le meilleur choix pour son rôle. On a discuté sur les ateliers imaginaires avec je sais plus qui. J'en ai une certaine vision. Tout le monde n'en a pas la même vision. Ça peut se jouer de plusieurs façons. Donc je suis pas tranché là-dessus. Ouais, en tout cas, c'est intéressant de voir cette fascination pour. Moi, je pense que c'est le côté. Tu sais qu'il y a enfin, comment dire. C'est comme dans. C'est mon côté, tu sais qu'il y a quelque chose. C'est mon côté scientifique. Tu sais qu'il y a quelque chose de fini. Tu sais qu'il y a quelque chose de fini. Tu sais qu'il y a quelque chose à trouver. Tu sais qu'il y a peut-être une façon optimisée de jouer à ça. Et tu l'as pas encore découverte et ça te fascine. Ce serait ça peut-être. Un petit peu. Et finalement, c'est peut-être aussi ce qui te plaît un peu dans les jeux à secret, que ce soit Hurlement ou Sens. C'est le côté. On sait qu'il y a des choses à trouver. Les joueurs sont dans une posture où ils réfléchissent beaucoup pour savoir ce qu'il y a à trouver. Et dans le fond, sans doute. Et je pense qu'XCOM te décevrait beaucoup et au final tu cesserais d'y jouer si un jour tu trouvais la solution. Comme un habit. Ouais, c'est possible. Ouais. Tu fais penser à ces gens qui disent, comme Lessing qui dit, il est préférable de rechercher la vérité que de la voir. Dans XCOM, il y a
l'application gère certains éléments sur lesquels on ne sait pas comment ça fonctionne. Enfin, on ne sait pas comment ça fonctionne à l'intérieur de l'application. Ouais. Où sont mis les ovnis, combien il y en a, combien il y a d'ennemis qui attaquent la base, combien il y a de crises, quand est-ce que apparaît la mission finale, parce que ça c'est important à dire. Dans XCOM, on joue jusqu'à soit perdre, soit que la mission finale apparaisse et qu'on la résolve. Sauf qu'on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va apparaître. Le jeu nous le dit à un moment, elle apparaît. Mais tant qu'elle n'apparaît pas, elle n'est pas là. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir. Oui, tu nous disais que tu avais une intuition. Alors, j'avais une intuition et cette partie m'a prouvé que j'avais tort. D'accord, donc tu ne nous la repartageras pas. Je ne la partagerai pas parce que du coup, moi je reste encore dans le mystère et j'ai pas envie de vous... Est-ce qu'on rejoint pas ce que tu disais tout à l'heure sur la martingale ou alors sur plus généralement ce qu'on appelle résoudre un jeu, c'est-à-dire à partir du moment, tu sais, par exemple... Non, résoudre un jeu, au sens le morpion, ben, tu sais comment gagner. En fait, oui, c'est ce que dit Romaric, quoi. Ouais. Mais il y a des jeux qui sont résolus et des jeux qui sont pas résolus. Anabi, pour moi, c'est un jeu que j'ai fini par résoudre dans le sens où, à force de faire du méta-jeu, maintenant je sais comment faire la partie idéale, parce même que, si le hasard n'est pas là. Il y a quelqu'un qui parlait, en fait, plus généralement, tu sais, les jeux compétitifs. La façon de les résoudre la plupart du temps, c'est d'aider le joueur qui est le plus en difficulté. Alors là, retiens pour notre prochaine partie. En fait, il y a deux. Tu sais, dans le jeu compétitif, en fait, quand tu veux gagner un jeu compétitif, c'est pas forcément l'idée. Alors, je sais plus qui c'est qui développait ça. J'ai entendu soit ça sur un podcast, soit ailleurs. Je l'ai lu ailleurs. C'est l'idée que, par exemple, si tu cherches à gagner juste, t'es pas forcé, tu peux ne pas y arriver. Par contre, si tu aides le joueur qui est le plus en difficulté, socialement, tu passes pour quelqu'un de sympa, alors à pas jouer à sa place, attention, l'aider. Ouais. Tu passes socialement. Dans le jeu. Oui. Que tes actions dans le jeu, l'avantage dans le jeu. Une alliance. Tu passes. Alors pas forcément une alliance, mais tu lui mets pas des bâtons dans les roues, quoi que ce soit. Ça part du principe que tu passes pour un mec sympa, parce que regarde, il l'aide à jouer alors qu'il est en difficulté. Ça, c'est ton rôle social. Et deuxième rôle, en fait, si au finish, tu es à égalité avec quelqu'un, tu peux espérer de cette personne-là un tout petit coup de pouce qui va te permettre au finish de t'avantager et de faire juste la différence. Parce que s'il doit choisir entre toi et l'autre, il choisira toi parce qu'il s'est rappelé qu'au deuxième tour, tu lui as pas joué ta carte. Alors ça, là, c'est les jeux que je déteste. Là, tu abordes clair et net. Tu abordes une des raisons pour lesquelles j'ai du mal avec les jeux compétitifs. C'est que un jeu où au final, ça va être la séduction des autres joueurs qui va primer pour la victoire. Je suis bien d'accord. Bah, ça m'intéresse pas, à moins que la forme soit bien pensée, parce que là le problème c'est que je pourrais avoir l'impression de m'être fait arnaquer, que j'ai beau avoir bien joué, c'est une histoire de séduction de personnes qui fait que je perds. Il y a 1 an, Shadow et Yosei nous ont offert un booster pack de Conspiracy, qui est un jeu des boosters en fait de Magic. Et tu joues c'est fait pour du multi, c'est-à-dire que tu draftes d'abord, tu joues à 5 par exemple, tu draftes les trucs, t'as même des cartes. Moi, ça veut dire quoi drafter? Parce que ça veut dire, quand tu ouvres ton booster, t'as 15 cartes dedans, d'accord? Tu l'as devant toi, tu prends une carte qui est dans le booster, qui te plaît, celle qui te plaît, et les 14 cartes restantes, tu les passes à ton voisin de gauche. D'accord. Et tu tournes jusqu'à ce que fin s'en suit. Tu tournes jusqu'à ce que tout le monde ait fait ça. Donc du coup, à chaque fois, tu prends la carte qui te semble la meilleure dans chaque booster. Et dans Conspiracy, t'as même des effets qui se passent pendant le draft. Par exemple, si c'est la 3e fois que ce booster est dans une main, la créature que tu prends à ce moment-là, tu la révèles, tu dis regardez, j'ai pris cette carte-là et elle est 3-3 au lieu d'être 4-4. Enfin bref. Donc, toujours est-il que dans ce jeu, après, on joue à Magic, mais on joue les uns contre les autres en grosse bourrade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de truc, on joue tous les uns contre les autres. Résultat, on est dans des mécaniques de faiseur de roi, etc. Et ça, mais jouer comme ça à Magic, moi ça m'humilie à chaque fois, parce que je vais faire le meilleur jeu, mais je vais perdre en premier parce que j'ai le meilleur jeu, il va falloir me faire taire, me défoncer, et donc c'est comme ça que ça va se finir. Et c'est un jeu qui encourage pas ceux qui a un aspect ambivalent, c'est-à-dire que d'un côté il te pousse à optimiser, à être calculateur machin, et de l'autre côté c'est la séduction qui risque de trancher. C'est ça. Et je sais que Shadow et Yosei, ils ne jouent que comme ça à Magic. Eux, c'est leur kiff, ils adorent jouer comme ça. Je sais pas si tu as déjà joué dans des jeux où tu joues typiquement avec alors ce que j'appelle un mauvais couple.
C'est-à-dire, tu sais, le mari qui joue pour faire plaisir à sa femme ou la femme qui joue pour faire plaisir à son mari et qui en fait se retrouve à jouer les deux personnages parce que l'autre n'a pas envie. Mais tu te dis au bout d'un moment, merde quoi, il joue avec, final, il s'en rend pas compte, mais il joue avec deux personnages, donc il multiplie ses chances de gagner et forcément... Si c'est pas lui qui va gagner, ça va être l'autre, et que il connaît le jeu de l'autre parce qu'il regarde ses cartes constamment. Alors il le fait pas méchamment pour. Et c'est pour ça. Tout à l'heure, je voulais dire aussi que l'effet leader, il n'existe pas uniquement dans les jeux coop. L'effet leader, c'est juste de déposséder un joueur de sa volonté par autorité sur les règles du jeu. Et ça existe dans le jeu de rôle aussi. Hein. Moi, j'ai vu des joueurs jouer à la place d'autres. Hein. Par exemple, dans des combats de vampires, je me souviens très bien quand on était plus jeune, Karim, il me disait, parce que je commençais le jeu de rôle, j'étais Salubrien, il me disait, non mais là, faut que tu nous fasses ça, faut que tu utilises ça. Et du coup, parfois, je passais des tours à juste obéir à ce que Karim me disait parce que lui, il connaissait bien le jeu. Et je veux dire, Flavie me disait aussi qu'elle avait joué à Agone pendant facilement 6 mois avec Cédric à côté d'elle qui lui expliquait les jets de dés qu'elle devait faire, etc. pour optimiser ses chances. L'effet leader, il peut exister entre deux individus aussi, ce que tu décrivais tout de suite, Julien. Et même en partie de jeu de rôle. Hein, voilà. Le meneur de jeu qui joue avec sa femme à la table, elle a pas trop envie de jouer au jeu de rôle, donc comme il veut pas la dégoûter, il l'avantage dans plein de situations en la mettant en valeur. Tu vois. Ça, ce qui est assez pour les autres joueurs, quand tu t'en aperçois, tu te dis bon, il y a un côté un peu chiant. Alors tout ça pour dire qu'au final les conspiracies de Shadow Yosei je les utilise mais on joue en draft avec des règles, c'est-à-dire avec tu peux attaquer que ton joueur de gauche, te défendre du joueur de droite, c'est génial. Là du coup et conspiracy c'est super pour ça. Mais moi je trouve qu'en grosse bourrade comme ça, c'est-à-dire chacun pour soi, je trouve que ça crée des dynamiques que moi personnellement je n'aime pas. Et j'avais envie de passer la parole à Natacha pour conclure ce podcast qui est en train de s'éteindre. Je suis pas d'accord, je ne te laisserai pas t'éteindre. Tu es notre volcan, notre feu. Tu ne dois cesser de brûler, cesser de te mettre en colère, je le souhaite, je l'exige. Et il y a un truc qui nous rejoint là-dessus, sur les jeux, je sais pas ce que t'en penses Natacha. Les jeux coop, c'est un peu les seuls jeux de société dans lesquels on s'amuse, non ? Tous les deux. C'est-à-dire... alors moi il y a les jeux d'ambiance aussi quand même. Alors, je parle du jeu de plateau. Ouais. Type, je pense à Gift Wrap, je pense à... Donc, Gift Wrap c'est un jeu où on s'offre des Dixit cadeaux. aussi est un jeu d'ambiance. Donc il faut essayer de deviner ce qui va faire plaisir aux autres joueurs. D'accord. Les jeux genre le truc où on fait des menus là aussi ça te Etoc on compose des menus donc en fait une dimension Link on doit faire deviner des mots et il y a des espions à trouver et donc ceux-là moi je m'amuse aussi parce que j'aime bien la connexion entre les joueurs qui se crée autour de la table. Parce que c'est des jeux où justement il faut apprendre à connaître l'autre ou alors il faut essayer de deviner ce que pense l'autre. Et ça j'aime bien, c'est pour ça que j'aime bien Mysterium aussi. Et du coup, contre il y a des jeux coopératifs où moi je m'amuse pas ou en tout cas j'ai pas envie de jouer. Enfin, mais ça après c'est pour des à cause de l'effet de leader je pense. Alors souvent. Soit l'effet de leader. Oui. Soit parce que j'aime pas du tout l'esthétique. XCOM je joue parce que j'aime bien les mécanismes mais pas trop souvent parce que j'aime pas les histoires avec les extraterrestres. Et Death Angel, je déteste l'esthétique et ça me donne pas du tout envie d'y jouer quoi. Alors que j'imagine que c'est des elfes qui affrontent. Non, je suis désolée, mais les cartes sont laides et j'ai pas envie quoi. On va faire un hack pour ça. En fait. Et je suis persuadée que c'est très futile, hein. C'est l'emballage là que je valorise. Hein. On l'appellera Minion Angels. Là, je voulais en venir, c'est qu'il n'y a pas il y a pas certains types de joueurs qui ne peuvent pas jouer à des jeux. Moi, par exemple, j'ai du mal à jouer à des jeux de société compétitifs, quoi. Mais moi, les purement compétitifs où il faut du calcul, ou alors comme Race for the Galaxy, il faut connaître les cartes, j'ai du mal avec les jeux compétitifs s'il y a trop d'interactions entre les joueurs. Il y a tout comme joueur. Moi, je connais des personnes qui détestent les jeux coopératifs. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il dit. Il y a de tout. Hein. Là, moi, j'aime pas les jeux compétitifs qui demandent trop de compétences intellectuelles. Mais je sais pas comment expliquer. Oui, des puissances de calcul. Des puissances de calcul, parce que comme je joue principalement avec des ingénieurs, je me retrouve toujours à ne comprendre les règles que à l'avant-dernier tour. Et en général, je finis bonne dernière. Et donc, ça me fait développer un immense complexe d'infériorité. C'est normal. Non, mais alors, moi, là où je voulais en venir, c'est parce que depuis tout à l'heure, on est en train d'essayer de définir les jeux collaboratifs, les jeux de coop, les jeux de plateau, les jeux de rôle en creux. Finalement, est-ce qu'il se définirait pas ça ? Est-ce qu'il définirait pas tous ces ensembles le mieux ? Ce sont les joueurs qui y jouent. C'est-à-dire que tu saurais que tu fais un jeu de coop à partir du moment où Natacha et Romary qui s'amuseraient dedans, tu vois. Un coop esthétique, tu sais, parce que... Non, mais c'est intéressant. Parce que moi, j'ai le problème, par exemple, pour Vademecum, où on voit bien qu'en fonction des types de joueurs,
le jeu il dysfonctionne parce que j'invite pas les bonnes personnes à la table. La nature du jeu elle dépend aussi beaucoup des joueurs que tu invites autour de la table, tu vois. Et je me demande jusqu'où les... Ah bon, voilà, il faut même dans le jeu de rôle, et je pense dans les jeux de société, qui est alors, je sais pas comment l'appeler autrement, mais un univers ou un référentiel commun. C'est-à-dire que tu vois, elle a dit l'esthétique finalement, l'esthétique du jeu lui a pas plu. Mais est-ce qu'avec les mêmes mécaniques, si ça avait été autre chose, elle aurait pas trouvé ça un jeu génial ? D'accord. Et c'est juste finalement l'habillage super léger parce que finalement, enfin, j'ai commencé à lire les règles. Putain, c'est des armures en acier. Non, mais je sais pas Death Angel, tu peux le hacker et faire tourner à peu près tout et n'importe quoi. Je veux dire, ça peut être des elfes qui vont cueillir des fleurs, enfin... Mais ça, est-ce que c'est pas un gros problème dans le jeu de plateau Après... c'est vraiment mon avis et je sais que c'est complètement futile et je suis persuadée que Death Angel est un très bon jeu, mais juste j'ai pas envie d'y jouer quoi. Mais tu vois, j'ai la sensation que la différence entre le joueur de jeu de plateau et le joueur de jeu de société, et après je passe la parole à Jérémy, c'est que finalement le joueur de jeu de rôle par rapport au joueur de plateau, il pense que l'univers, la couleur, ça a c'est important. La différence entre le Val fait par Romaric Briand, genre de jeu de rôle, et c'est ça la différence. Natacha, le jeu de société aussi, c'est hyper important. Oui, ce que vit Natacha, ça dépend. Les jeux à l'allemande, tu plaques un peu une esthétique sur des petits cubes en bois. Oui, mais c'est tout l'imaginaire qu'il y a derrière qui va le faire. On a la capacité d'abstraction, donc du coup le cube en bois devient un jambon pour certains joueurs. Et donc du coup ils vont dire ah bah super, je vais faire mon petit truc de ferme. Lana il dit oh, le truc de ferme. J'aime bien les jeux à l'allemande, mais les trucs de la ferme c'est pas mon truc quoi. On va pas jouer à Agricola. Non, on va jouer à Myrme, on va jouer des fourmis et puis on va se combattre contre des fourmis. Ouais, mais attends, ça reste des jeux de développement. Enfin, les mécanismes sont différents, hein. Mais je veux dire, des similitudes. Mais il suffit de changer l'esthétique d'un jeu, ça fait pas le même jeu. Anabil, qu'on parle et qui a eu, je crois, le Spiel, a été édité d'une autre façon. Il s'est mal vendu. Ouais. Ils ont juste changé un peu la forme. C'est dommage que Sébastien Cédrin soit pas là parce que c'est lui l'éditeur d'Anabil. Ben ouais, du coup, il pourra confirmer ou pas. Mais et moi, il m'en a déjà parlé, c'est confirmé ce que tu viens de dire. Ok, donc voilà. Donc, l'esthétisme est hyper important, même dans le jeu. Et ça te permet de rentrer. Alors, et ça te permet l'esthétisme de rentrer dans le jeu. Attendez. Juste un point par rapport à ça, c'est que ce que me disait Sébastien, c'est que c'était pas tant la couleur du jeu que le format marketing, l'emballage, ce qu'on appelait l'emballage. C'est-à-dire que, attention, le matériel. Quand on parle de couleur, nous les rôlistes, on parle pas uniquement de l'emballage. La couleur c'est la boîte rouge ou la boîte... On parle de l'univers, on parle de ce genre de choses. Parce que moi, Sébastien, la manière dont il m'en a parlé, après, encore une fois, c'est une vieille conversation qui remonte à très très loin, j'espère que je dis pas de la merde, hein. Sébastien me corrigera, mais lui, il m'en parlait plutôt comme les lieux dans lesquels, du coup, le jeu était vendu. À côté des jeux de plage. Et là, je crois qu'il parlait pas d'Anabi quand il parlait de ça, je crois qu'il parlait de Jungle Speed. Où il disait justement que Jungle Speed, si tu le mettais en boîte, ça marchait moins bien que le petit sachet que tu peux trimballer. Enfin, je crois qu'on parlait plutôt de Jungle Speed en plus qu'Anabi, donc je dis peut-être de la merde. Mais en gros, il parlait plus de ça. Ce dont Natacha et moi on est en train de parler, c'est pas de l'habillage, c'est pas de l'emballage. On est en train de parler de l'univers. C'est dégueulasse, Death Angel. Enfin, c'est des aliens acides dégueux, des hommes qui ressemblent même plus à des hommes, mais à des monstres avec 3 poumons, 15 reins, 2 cerveaux, dont un qui peut dormir pendant que l'autre est éveillé. C'est dégueulasse. 2 cerveaux ? Non, ils en ont pas autant que ça. Les Space Marine, ils peuvent faire dormir une partie de leur cerveau pendant que l'autre est actif. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un univers qui est rebutant. Et je pense qu'il y a quand même une frontière entre jeu de plateau et jeu de rôle qui se dessine à ce niveau-là. C'est-à-dire que le rôliste est sensible à l'univers et il veut que l'univers ait un impact sur les règles. Et encore là, on est en train de parler, on est encore en parle encore de machine à saucisses. Le joueur de jeu de société aussi. Ouais, carrément. Je pense que tu pourrais pas jouer à un jeu de société qui aurait pas du tout de couleur au sens univers. Vous dites ça parce que vous connaissez pas Yann Chauvière ou des Dorian Chandelier. Justement, ces gens-là, quand tu vas à la coloc pour jouer à des jeux de plateau, notamment avec... on a testé Vademecum avec Yann. Et donc, il y a un podcast où vous pouvez l'entendre. Il le dit, il contredit absolument ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent, nous, on n'en a rien à foutre de l'univers. Oui, mais alors moi, j'en ai rien à foutre. Je joue mathématique, je joue optimisé. Oui, quel jeu tu pourrais citer qui... Alors, Magic l'Assemblée. Il citait Magic l'Assemblée. Il disait, moi, j'en ai rien à foutre que ce soit un jeu elfe. D'accord, mais prenons imaginons un jeu, enfin, je sais même pas si ça existe. Imaginons un jeu
qui n'ait même pas de contexte, pas d'univers, et qui serait juste des données mathématiques. Je sais même pas si c'est... Si, ça existe, c'est la plein de jeux abstraits. Le Sudoku, enfin non, je sais pas. Je sais pas, ouais, qui a pas du tout... Non, mais qui a pas du tout d'habillage, qui a pas d'univers, mais c'est pas évident. Bah, c'est pas évident, mais c'est comme si tu me disais que Tetris, c'est pas un jeu vidéo parce qu'il n'y a pas d'histoire de raconter. Il y a des jeux qui fonctionnent très bien uniquement. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose qui, je pense, est assez vrai, c'est que ça permet de rentrer dedans. C'est-à-dire qu'en fait, un jeu qui serait purement les cubes, sans aucune esthétique, le plateau blanc, noir avec des cases, rien. Oui. Et le jour où tu connais parfaitement les règles de XCOM, tu peux jouer avec ça, il n'y a pas de problème. Moi, je prendrais plaisir. Space Alert, pareil. Tout l'habillage, je m'en fous. À partir du moment où je suis rentré dans le jeu, je sais à quoi je vais jouer, je sais l'expérience que j'attends. D'accord. Le problème, c'est que Space Alert, j'y suis pas rentré comme ça par magie, j'y suis rentré parce que la boîte me plaisait, la problématique du jeu avait l'air cool, la programmation avec des vaisseaux, ça semblait approprié. Je suis en train de penser qu'il doit y avoir une dimension pédagogique d'apprentissage des règles aussi. C'est plus simple de dire tu vas dépenser 3 jambons pour gagner 5 kilos de blé que de dépenser 3 cubes roses pour 5 cubes jaunes. Vous vous trompez complètement parce qu'autour de cette table il y a des rôlistes. Et là vraiment vous faites une erreur. Par exemple quand je présente le Val à des joueurs comme Dorian et Yann, mais pas uniquement eux. Par exemple quand j'ai présenté le Val aux gens qui bossent chez Magic Corporation, les mecs m'ont dit non mais tu peux pas nous traduire le jeu là parce qu'on en a rien à foutre de ton histoire. On s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est que tu nous expliques le jeu. Et quand ils lisent l'histoire ils disent non mais moi j'en ai rien à foutre de l'histoire. Ce que je veux c'est les règles. Tu vois ce que je veux dire? Alors, et quand je le présente à des rôlistes, ils me disent ah non mais moi c'est l'histoire que je kiffe et sans l'histoire j'aurais pas compris les règles. Donc alors tu as des joueurs comme ça, je suis d'accord, mais tu as aussi des joueurs de jeux de société où ils sont prêts à acheter des jeux qu'on appelle des Ameritrash ou c'est du kilo plastique, Zombicide par exemple. C'est on va faire des figurines de zombies et en plus on va en faire des différents et si vous le faites sur Kickstarter, on va vous donner en plus des figurines différentes et des figurines différentes et des figurines différentes et des figurines différentes. Mais le jeu n'a pas changé, mais c'est juste des figurines différentes. Ouais. Et ça attire des joueurs. Il y a des joueurs qui font ça. Je l'accorde que tous les joueurs ne sont pas comme ça, mais dans un jeu de société, tu peux jouer là-dessus ou tu peux pas jouer là-dessus. Si tu veux, je suis d'accord avec toi, Jérémy. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a la grande famille des jeux de société auxquels beaucoup d'esprits jouent ensemble, mais que dans le jeu de société, il y a une tension entre deux types d'esprits différents. L'esprit calculatoire où les règles comptent et les gens qui jouent avec les règles, et l'esprit où ce qui va compter c'est la couleur et l'univers. Et ce que je veux dire c'est qu'il y a une espèce de tension qui traverse tout le jeu de société où aux extrêmes on aurait les rôlistes qui sont super sensibles à l'imaginaire, au monde, et à l'autre extrême limite les joueurs d'échecs qui sont uniquement en calcul. Enfin, tu vois, pour dire, pour vraiment, là, voilà, je viens de te tracer les deux extrêmes. Et puis, il y a des points de conflit, des points de contact. Le jeu de coop, typiquement, c'est un jeu qui peut mettre d'accord tout le monde parce que le mec qui est sensible à l'univers, il va être là en train de jouer ses Space Marines, en train de s'éclater comme un petit fou, à essayer et en même temps, le mec qui est en train de calculer, etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il y a des lignes de force, il y a des lignes de tension, des lignes de force. Et dans le fond, les gens qui disent ça, c'est du jeu. Ce à quoi j'étais pas d'accord, c'est que dans ton explication, on avait l'impression que c'était binaire. Non. En fait, c'est deux extrêmes et il y a tout le panel entre les deux. Bien sûr, toujours. Okay. C'est une échelle. Toujours, c'est ça. Il y a toujours des lignes de force. Tu sais bien, hein, c'est comme l'œuvre et le produit, on en a parlé, c'est toujours des curseurs que tu mets vers qui tu vas aller. Mais dans Vademecum, pour revenir à mon problème, c'est le problème. C'est que un bon jeu de société, c'est un jeu qui met toute la société autour de la table et qui permet de jouer. Dans Vademecum, le jeu fait des oppositions entre les gens qui soutiennent ces deux lignes de tension. Et c'est pour ça qu'il est dysfonctionnel. Et il y a des choses à réfléchir autour de ça. Bon voilà, c'était pas du tout la conclusion que j'avais prévue pour ce podcast, mais on est tous très fatigués maintenant. T'avais prévu quoi? Tu prévois à l'avance les conclusions de podcast, donc tu sais où est-ce qu'on va aller. Ça m'arrive, ouais, parfois. J'avais prévu qu'on parle dans la conclusion du podcast, en l'occurrence, on va étendre la popote, du côté justement, la règle, en fait, la conclusion on l'avait déjà faite avant, la règle finie qui donne un truc infini et qui est fascinant et qui donne envie de créer. Et bon, bah du coup, on part sur autre chose et voilà. C'est ça la cellule, hein, c'est des digressions, des podcasts qui commencent sur un thème, qui finissent complètement ailleurs. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Salut. Natacha, merci Julien. Salut. À très bientôt tout le monde.